Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve pour parler du trade de l'été, ou plutôt le trade de la rentrée. Karl-Anthony Towns rejoint les Knicks pendant que Dante DiVincenzo et Julius Randle rejoignent les Timberwolves. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que ce transfert implique pour les joueurs du Minnesota. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube pour nous soutenir, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the liver feet. Oh my! Alors. Bon, là, c'est vraiment le gros trade que presque on n'attendait plus. Les New York Knicks ont choisi une nouvelle fois, pour la deuxième fois de l'été, de péter leur PEL et d'acquérir Karl-Anthony Towns, qui donc part de Minnesota, part de la franchise qu'il avait tradé, part de son premier amour. Et visiblement, ça le rend bien en peine vu les derniers tweets qu'on a pu passer de lui. Et nous, on va essayer de se demander ce que ce trade en fait implique pour les Wolves, qui font quand même un changement de cap important alors qu'ils étaient finalistes de conférence l'année dernière. Et pour parler de ce sujet, on a deux personnes pour pouvoir vous aider là-dessus. Le premier, c'est Jérém, le fondateur de Q-Basket. Salut Jérém. Salut, comment ça va? Jérém, ça commence à être le rendez-vous là, un petit peu. On se rend rendez-vous le dimanche pour parler d'un sujet. Ça t'a fait quoi là, ce trade? Tu t'y attendais ou pas? Non, en vrai, là, je m'attendais à ce qu'il fasse plus rien jusqu'à la reprise. Je pensais que là, il allait faire au moins jusqu'à la trade deadline. Mais écoute, en vrai, c'est cool, hein. Ça me donne un sujet assez sympa. Ça me donne deux sujets assez sympas. Donc ouais, sympa comme trade. Incroyable quand même ce mouvement-là. Moi, forcément, personne ne l'avait vu venir, mais on savait que les Wolves allaient devoir bouger. On savait que les Knicks aussi, avec Julius Randle, pouvaient avoir à bouger, notamment parce qu'il en manquait un pivot, mais on en parlera plus tard. Mais du coup, c'était vraiment un moment intéressant. Et on a une autre voix donc pour vous accompagner. Vous l'avez eu une fois dans la saison, il revient. C'est Jus. Salut Jus. Salut. C'est cool de revenir un petit peu avec vous. On parle de tes chers Timberwolves. Ouais. Alors, ça te fait quoi, toi, de voir Karl-Anthony Towns là qui quitte le cocon? Ça fait un gros coup sur la tête. On va pas se cacher. Bon, on va revenir sur le trade en détail, même si je suis pas super étonné avec un poil de recul que ce soit Towns qui saute. On va en reparler, mais ça reste quand même hyper surprenant quand ça arrive. Ça fait quand même deux étés maintenant que je pense que ça peut se produire, mais finalement on n'est pas vraiment prêt. Et d'un point de vue affectif, ça fait quand même un gros choc. Moi, c'est le joueur qui était en avant quand j'ai commencé à suivre les Wolves et la NBA en 2015. Donc voilà, ça fait 2 ou 3 maillots qui sont désormais obsolètes. C'est un petit peu bizarre. On le met où d'ailleurs, Karl-Anthony Towns, selon vous, un peu dans l'histoire des Wolves? Là, on s'était pas préparé à cette question, c'est un peu à vue, mais là, je pense que tu peux nous aider. C'est quoi? C'est le deuxième plus grand joueur de l'histoire des Wolves derrière Kevin Garnett? Je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté à le dire, ouais. C'est- Ce qui est, Jérém, je devine ton sourire, mais vu notre histoire récente et notre histoire où le succès n'est pas forcément très présent, oui, de fait, oui, mais statistiquement, de toute façon, c'est ce qui le place aussi dans cette catégorie-là. Donc oui, à part KG qui est légendaire à Minnesota pour X raisons, forcément, Towns arrive deuxième à mon sens, ouais. Jérém, c'est quand même étonnant de se dire qu'une franchise a comme deuxième plus grand joueur de son histoire Karl-Anthony Towns. Ouais, ça m'a fait rire. Je me suis retenu, tu as vu, mais c'était pas évident. Ouais, non, après, c'est une franchise récente, mais c'est vrai que Towns en seconde figure de proue, c'est pas très haut. Je pense qu'Edwards va passer devant assez rapidement d'ailleurs, mais si c'est pas déjà le cas. Mais effectivement, c'est pas énorme. C'est fou parce que c'est aussi la fin d'un projet. Alors, bon, le projet est tombé à l'eau depuis longtemps, mais il y avait quand même quelque chose autour de Zach LaVine, d'Andrew Wiggins et Karl-Anthony Towns. Towns était un peu le dernier mohican de ce projet-là, vu que LaVine était parti maintenant il y a 3-4 années, et Wiggins, on doit être à peu près pareil. Enfin, Wiggins a dû partir 1 ou 2 ans plus tard. Ou avant, je sais même plus en fait, je me rappelle même plus réellement de l'ordre. Mais en tout cas, c'est rigolo de se dire que ce projet qui a fait... Moi, je sais qu'il y a quand même beaucoup de fans de NBA qui ont été attachés aux Wolves par ce projet, LaVine, Wiggins,
Karl Julien, Anthony hein. Towns, et c'est intéressant de se dire que bah voilà, c'est fini quoi. Ça n'existe plus. Il y a même plus une Ouais. trace de ça quoi. Après, ça leur a réussi aux deux autres de partir, mine de rien. Enfin, bon, là, c'est pas la folie pour les deux, mais ils ont eu des bonnes saisons après. Donc, écoute, peut-être que ça va être la même chose pour 4. Peut-être un peu moins réussi à Zako qu'à Andrew Wiggins qui a chopé un titre. Zach Lavine, statistiquement c'est pas mal, mais bon, les résultats c'est quand même pas dingo, hein. Il est quand même passé d'un statut de joueur prometteur à une première option plutôt honnête pendant 2-3 saisons, quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Bon, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On vous a préparé un petit programme pour pouvoir dérouler tout ça. Dans un premier temps, on va regarder un peu ce qu'a apporté Towns dans le système des Wolves pour se faire un peu un retour et mettre un peu en perspective ce qui était censé apporter Karl Anthony Towns dans ce système. On peut peut-être même se demander s'il n'était pas le système, hein, parce qu'on sait que le trade de Rudy Gobert qui avait été fait il y a 2 ans avait été quand même essentiellement fait pour lui. On reviendra un peu sur pourquoi les Wolves ont dû bouger. Et puis après, on se projettera quel rôle pour Julius Randle, quel rôle pour DiVincenzo, peut-être quel rôle aussi pour Naz Reid là-dedans, qui est quand même une part importante des raisons de ce trade. Et puis, bah, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Qui a envie de commencer sur ce qu'a porté Kat dans ce système? Peut-être juste, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi Kat était aussi important dans ce système des Wolves. Bah, déjà, ça fait quand même de nombreuses années qu'on connaît sa qualité offensive, avec quelques défauts plus ou moins évidents qu'il a jamais su corriger, mais finalement, ça a toujours été ce joueur-là. Ce qui aussi, c'est un de ses défauts, c'est d'avoir jamais tant progressé que ça offensivement. Je pèse un petit peu mes mots, mais en fait, il a toujours été très fort offensivement depuis son arrivée à NBA, très 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 fort shooter pour son poste et pour sa taille. euh, Très habile au poste quand il se décide à y aller. C'est une vraie arme offensive depuis quasiment depuis sa draft. Donc ce qui le rend forcément intéressant dans une équipe qui plus est sur le poste 4 l'année dernière où il offre beaucoup de possibilités offensivement. Contre, on a eu aussi l'année dernière, et c'est ce qui rend pour moi un peu le trade étrange. On reviendra sur les joueurs qui sont en face, notamment Julius Randle. Mais pour le coup, l'année dernière, Towns a même été impliqué défensivement et a très correctement été impliqué défensivement. On l'a vu à plusieurs égards, on l'a vu même en playoff. Ne pas avoir une valeur négative en playoff, en défense, pardon, ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là, pour lui. Donc c'est forcément un joueur majeur. C'est l'année dernière ta deuxième option offensive, ta première ex aequo, selon les matchs. Bon, Edwards avait quand même par définition plus le ballon en main déjà, donc a été a priori quand même plutôt la première option. Mais tu te sépares d'un joueur sur lequel tu peux compter offensivement, qui te mettra toujours sa bonne vingtaine de points sans aucun problème, avec une grosse habileté au shoot, une grosse adresse. C'est ça que tu perds aujourd'hui aussi en premier lieu. Je me demande dans quelle mesure, tu vois, Towns n'était pas un peu le système des Wolves. Le trade qui a été fait il y a 2 ans pour Rudy Gobert était quand même beaucoup pour lui. Pourquoi? Parce que Towns a quand même des vrais problèmes défensifs, non pas de qualité, parce que tu l'as dit, on l'a vu notamment durant les playoffs, il a eu un vrai impact, mais de faute, et qui le rendait difficilement viable à bien des moments. Et donc ils ont fait ce trade pour lui, et ce que je trouve intéressant avec Towns, c'est que c'est peut-être le seul big de l'NBA qui te permet de jouer vraiment grand sans impacter nullement ton spacing. Et en ça, il est assez incroyable. Je sais toi, Jérém, que t'es pas le plus grand fan de Cats, mais il me semble que t'as quand même bien aimé sa dernière saison. Ouais, et en fait, j'ai l'impression que, excusez-moi, depuis qu'il est arrivé, alors il y a eu une première saison un peu compliquée où il a joué qu'une vingtaine de matchs, mais dans la deuxième saison, j'avais l'impression que plus que être le système des Wolves, il me donnait l'impression d'être un pont en fait entre les joueurs majeurs de l'équipe, et notamment un pont entre Edwards et Rudy Gobert. Déjà, on sait que son spacing était assez crucial pour Anthony Edwards et que la connexion entre les deux était plutôt plus que bonne. Et en parallèle, quand on a fait venir Rudy Gobert, effectivement, il y avait l'idée de faire jouer Karl Anthony Towns sur un poste un peu plus d'intérieur ailier
qu'il semblait chercher depuis quelques années. Et j'avais un peu l'impression que dans l'implication offensive, c'était aussi un des joueurs qui permettait à Rudy Gobert d'être une part de l'attaque des Wolves. Et c'est vrai que c'est là où le trade est étonnant, c'est qu'en fait, euh, Kat, plus que son apport personnel, c'était plus ce qu'il permettait aux autres de faire par sa présence. Et c'est vrai qu'à la fois son pacing qu'il pouvait avoir dans la relation avec Gobert, qui permettait à Gobert, bah, c'est sur en gros sur une seconde passe. Donc en tant que connecteur, d'aller chercher Rudy Gobert dans la raquette, c'était vraiment intéressant. Et de fait, tu te dis, ok, ils perdent cette connexion-là. Est-ce que c'est effectivement qu'une raison financière qu'on abordera plus tard, ou est-ce qu'ils ont vu des choses chez d'autres joueurs qui font qu'ils se disent qu'ils vont pas trop perdre, mais qu'en même temps, bah, on sait que c'est un joueur à fort compromis, et donc on oublie en fait ces compromis-là en le laissant partir, quoi. Ce qui est notable, c'est que on a toujours un peu ce problème avec Rudy Gobert, qui est que son apport défensif est énorme. Les minutes où Gobert et Kat étaient ensemble sur le terrain, qui correspondent aussi à beaucoup de minutes où Edwards était sur le terrain, c'était quand même à 120, presque 121 d'offensive rating, donc avec une qualité offensive qui était finalement assez haute. Et les minutes de Rudy Gobert sans Karl Anthony Towns ont descendu à 114. Ce qui pour le coup est beaucoup plus moyen. J'ai pas essayé de ranker ça dans le ranking général de la NBA. Peut-être Jérém, si tu peux regarder rapidement, Alors, je l'ai pas sous les yeux, on mais par pourra contre, se donner la stat. ce qu'on peut aussi dire, c'est que le compromis défensif est tout aussi important que le compromis, enfin que l'apport offensif, et que ça peut aussi avoir joué dans la décision, sachant qu'en fait les Wolves, ils avaient vraiment deux figures. Il y avait la figure quand Towns était sur le terrain et quand il n'était pas là, quoi. Ouais, complètement, parce que les minutes où il n'était pas là, c'était souvent des minutes avec Naz Reid. Et là, pour le coup, la défense, donc les minutes avec Rudy Gobert et Karl Anthony Towns, on était à 113 de defensive rating. Les minutes Rudy Gobert et Naz Reid, on est à 103. Donc on a vraiment un leap défensif qui est assez impressionnant dans une équipe qui est déjà très fort défensivement. Toi, tu le vois comment Karl Anthony Towns défensivement? Tu dis que c'était mieux l'année dernière. C'est quoi ton regard global sur sa défense? C'est mieux l'année dernière parce qu'il est bien entouré, qu'il est impliqué, que physiquement il est bien. J'en pense quand même que ça reste un joueur qui manque de QI défensif et ça s'apprend difficilement. C'est assez inné, surtout sur les postes intérieurs. C'est quand même pas courant de voir des joueurs. Alors on voit des joueurs en fin de carrière sur le poste de pivot par exemple, qui développent vraiment une grande protection de cercle, etc. Mais Towns, pour le coup, sur le poste 4, donc avec un profil, comme disait Jérém, qui devenait de plus en plus ailier finalement. Ouais. Euh, Défensivement, c'était clairement mieux, parce qu'une défense collective qui le bonifiait aussi, parce que de l'implication, il faut le reconnaître ça. Mais ça reste le maillon faible sur le 5 majeur l'an dernier. Euh, la présence de Nasrid à sa place le montre bien statistiquement. J'ai mis quand même un micro doute sur cette partie-là parce que Nasrid sur ses premières saisons, on n'y voit pas du tout un défenseur aguerri. Alors, il rentrait comme energizer sorti de banc sur le poste 5, donc c'était pas du tout la même utilisation, ça n'avait rien à voir. Néanmoins, je demande d'avoir sur un temps de jeu de titulaire et dans une configuration. Alors, on va reparler par rapport à Julius Randle. Est-ce que Nasrid sera titulaire? Est-ce que la paire la plus utilisée sera Nasrid, Rudy Gobert ou sera Julius Randle, Rudy Gobert? On va revenir dessus. Et puis, même dans tous les cas, ça reste à voir. Finalement, aujourd'hui, c'est hypothétique. Je demande d'avoir quand même dans quelle mesure, sur une saison complète, avec un rôle du coup pris par Nasrid plus important en termes de minutes, est-ce que cette stat, elle reste valable? Est-ce que ce gap défensif-là, il reste valable? Ou est-ce que c'est aussi un effet de séquence peut-être plus courte et donc d'énergie un peu plus présente? Très sincèrement, j'ai pas la réponse à cette question, mais je suis assez preneur. Ce qui est pour le coup est un élément très important avec Nasrid, l'élément de l'énergie. On est vraiment sur le profil de l'energizer qui agit un peu. Moi, je suis un énorme fan de Nasrid, hein, je le trouve incroyable, mais c'est vrai qu'il agit un peu comme un ouragan, quoi, comme une tempête quand il est sur le terrain. J'ai envie de faire un parallèle avec Westbrook, c'est pas le bon, mais il y a un peu cette idée-là du mec un peu tempête qui emporte tout avec lui et qui convient bien à un rôle de sortie de banc, de sortie de banc pour le coup. Sur la défense de Karl Anthony Towns, c'est vrai que je me demande dans quelle mesure notre regard sur sa défense est pas un peu tronqué
par les derniers playoffs, où on l'a vu en fait sortir plutôt des très bonnes séries, que ça soit contre Kevin Durant ou contre Nikola Jokic. Mais c'est vrai que on peut se demander un peu dans quelle mesure ces séries-là qu'on a tous en tête, et en fait on l'évalue un peu tous en tête sur ça, reflètent réellement son niveau défensif, quoi. Quand t'es entouré mais quand t'es entouré de McDaniels et Gobert, c'est quand même à prendre en compte aussi, quoi. Parce que quand ton 3 c'est McDaniels, c'est ton 5 c'est Gobert, t'es entre les deux, ça change un petit peu la vie. Et quoi qu'on en dise aussi, Edwards défensivement cette année c'était quand même pas la même chose que les années précédentes. Il y a vraiment eu un step-up aussi très fort de ce côté-là. Ouais, c'est sûr, on Ouais, était et sur puis du Elite, ouais. tu as ce contexte de playoff qui fait que tu joues une série contre les Suns où finalement le match-up avec Kevin Durant est plutôt pas horrible pour lui. Et puis tu as la série contre Denver où là carrément c'était un peu le match-up ultime pour eux parce que tu as une équipe qui est centrée autour du playmaking de Nikola Jokic et que tu as une forêt d'intérieur à lui mettre dessus et que effectivement c'est peut-être le modèle défensif sur lequel on le connaît le plus à l'aise. Et effectivement quand tu compares par exemple à la saison régulière et pour en revenir aux chiffres dont tu parlais, donc en fait avec 120 d'offensive rating, par exemple avec la paire Gobert-Towns sur le terrain, tu es la deuxième attaque NBA en termes d'offensive rating. Mais par contre avec le 113 de defensive rating, tu deviens une défense moyenne. Alors qu'on sait que les Wolves étaient une défense élite, qui était première défense NBA l'année dernière. Et le comparatif, c'est qu'effectivement quand Gobert est sur le terrain sans Towns, le defensive rating est de 105. Donc c'est 3 points en dessous de la première défense qui était les Wolves. Donc c'est dire en fait vraiment le gap qu'il y avait entre les deux ratings avec et sans Towns, quoi. Je trouve aussi qu'il y a un élément important dans la dernière saison de Karl Anthony Towns, c'est la baisse à la passe. Je trouve que quand il était au cœur du système, ça a toujours été. Je trouve qu'il faisait vraiment partie des meilleurs passeurs de la ligue au poste de pivot. Sa relation notamment avec Vanderbilt, je la trouvais très bonne. Avec Vanderbilt et même McDaniels, je la trouvais très bonne. La saison dernière, il a vraiment agi comme un. Il y a eu quelques relations effectivement sur le pic. On démarrait par du pick and roll, souvent on va dire Conley, Towns ou Edward Towns, et on trouvait Towns sur le short roll qui arrivait à trouver Rudy Gobert derrière, et on revoyait là les qualités de playmaking de Towns. Mais sur l'ensemble de la saison, c'est vrai que cette dimension de playmaking on l'a beaucoup moins vue. Pour vous donner des éléments de statistiques, on est à 14% d'assist rating, donc la part la part des passes décisives des coéquipiers sur le terrain qui viennent de lui quand il est sur le terrain. Et sur l'assist comparé à son usage, on est dans le 40e percentile sur le poste des bigs, alors que la saison d'avant on était dans le 87e. Donc il y a une vraie transition qui a déjà été engagée vers un rôle presque de sharpshooter en fait de Karl Anthony Towns l'année dernière, qui pour moi, quand maintenant je vois le trade, je me dis presque préparer la suite, parce que pour le coup, on l'a presque retrouvé vraiment dans le rôle de Nasrid, quoi, qu'on a vu chez Nasrid toute la saison. Et c'est un rôle qui coûte cher, de fait. Si tu transformes ce rôle-là, même s'il y a presque 22 points de moyenne, ça coûte très cher. Ce contrat-là, c'est un contrat max pour ce rôle-là qui tend vers du sharpshooter, pour Minnesota, c'est beaucoup trop cher. Ouais, Ce qui est, à mon avis, clairement la réalité principale derrière ce trade. Néanmoins, comme tu le dis, il y avait quand même deux duos. En fait, il y avait une forme de double duo dans l'équipe. Un qui était Mike Conley, Rudy Gobert, où la création de Conley permet un peu de débloquer offensivement Rudy Gobert. Et de l'autre, tu avais un peu le tandem Edwards-Towns. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu construis ton effectif autour d'Anthony Edwards, effectivement, tu attends de l'optimiser. Et un point qui est important, c'est qu'en fait, Edwards est un joueur beaucoup plus efficace quand Towns est sur le terrain. Et ça, mine de rien, il va falloir trouver un moyen de le compenser pour les Wolves cette saison, quoi. Oui, parce que c'est un des constats qu'on avait pu faire de la période de 19 matchs de blessure de Karl Anthony Towns en fin de saison dernière, où les Wolves de mémoire ont fait 13 victoires pour 6 défaites. Et en fait, je regardais hier ces données-là parce que je voulais reprendre un peu dans le détail ce que ça avait donné, parce que j'en gardais plutôt un bon souvenir en fait de cette période-là. Et en re-regardant dans le détail, je me suis rendu compte que c'était pas si fonctionnel que ça. Effectivement, la défense avait bien up, mais en fait, l'efficacité générale de l'offensive rating avait bien down pour le coup, et l'efficacité globale de tout le monde avait plutôt chuté, y compris celle d'Anthony Edwards, alors qu'on avait imaginé que ça serait plutôt profitable à Anthony Edwards parce que le fait d'enlever 4 devait un peu augmenter leur vitesse de jeu. Et d'ailleurs, sur la pace, ça se traduisait pas tant que ça, puisque sur la période, ils sont même pas
un point de plus de pace que sur la période, sur le reste en fait du temps avec Karl Anthony Towns. Donc en fait, c'est rigolo en fait ce regard moi que j'ai pu voir là sur cette période sans Karl Anthony Towns où je pensais, j'ai gardé un souvenir plus positif que ça. Je sais pas toi, Jules, quelle impression t'as laissé cette période là sans 4 là d'une vingtaine de matchs où l'idée c'était d'avoir un peu plus de spacing quoi. Pas de vitesse pardon. Alors, je t'avoue que j'ai plus forcément complètement les idées en tête sur cette période-là. Ce dont je suis sûr, c'est que offensivement, j'ai vraiment souvenir de pas mal de matchs où tu t'arrachais un peu les cheveux, Ouais. où ça sortait un peu de partout parce que collectivement, des difficultés à avoir un jeu qui était relativement huilé. Et ce qui est certain, c'est que l'absence de Towns ne pouvait pas jouer dans le bon sens de ce point de vue-là. On restait une équipe qui était moyenne offensivement. euh, et forcément, quand tu enlèves le plus gros talent offensif pur euh, de ces dernières années côté Wolves du terrain, euh, difficile de comparer avec Anthony Edwards. On n'est pas du tout sur les mêmes postes, les mêmes profils. Mais en tout cas, sur Towns, encore une fois, au scoring et à une capacité de scorer de manière polyvalente un petit peu de toutes les zones du terrain, au shoot, à l'intérieur, etc. Tu t'enlèves ça, nécessairement, tu retires une grosse menace offensive et donc c'était d'autant moins fluide dans mes souvenirs. Après, il y a aussi des fan matchs et des moments où je me souviens que c'était extrêmement compliqué et qu'on avait cette tendance aussi assez étrangement à lâcher des espèces de saucisses à Towns en fin de possession quand on était complètement en galère, en mode bah vas-y, toi t'es à 40% derrière l'arc, donc au pire, on t'envoie un truc et tu nous gères ça. Et donc ça avait peut-être aussi ce côté un peu pervers, alors c'était par exemple par petits échantillons, mais c'était existant aussi. Donc, et par contre, moi, j'avais pas du tout ce ressenti-là par rapport à la transition et la pace. Towns, ça a toujours été un joueur qui est capable de courir sous ses airs un peu pâteaux et une mobilité qui parfois peut être presque un peu douteuse visuellement, mais ça a jamais été le dernier à courir. Donc, c'est vrai que j'avais pas forcément trop ce souvenir. Après, forcément, son profil fait que quand même envie de poser un petit peu le jeu sur pick and roll, sur pick and pop. euh, pour essayer de lui faire trouver les bons spots. Mais c'est vrai que ça, c'est pas forcément ce qui me frappait le plus en termes de rythme. C'est rigolo parce que, je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, ce que nous décrit juste, c'est que 4 c'était le deuxième joueur à générer de l'attaque. Alors qu'en fait, le problème, c'est que quand tu perds Anthony Edwards, pardon, tu n'as plus personne pour générer de l'attaque. En plus, une tendance un peu à prendre des ballons un peu bourbiers. On va revenir dessus, mais on comprend aussi pourquoi ils ont pris Julius Randle là-dedans, qui correspond quand même bien à ce profil, c'est-à-dire à la fois un 4 qui est capable de générer de l'attaque tout seul, et ils sont pas tant que ça à pouvoir générer de l'attaque tout seul, et à prendre des ballons un peu bourbiers, et même un peu à aimer ça, quoi. Ouais, bah, il est à l'aise dans les systèmes de jeu un peu inefficaces, donc clairement que, il peut retrouver son compte là-dedans. Après, voilà, c'est difficile à ce stade de savoir ce qu'il compte faire ensuite, et notamment sur le cas de Julius Randle. Est-ce qu'en fait, là, on enregistre ce podcast, mais il y a une suite naturelle qui est déjà presque préparée, et dans quelques mois, il est plus, ou dans quelques semaines, il est plus dans l'effectif, ou est-ce qu'il y a une construction qui va quand même se faire avec lui, et auquel cas on peut effectivement comprendre le choix de Julius Randle parce que c'est pas une équipe qui comptait monter par l'attaque et que tu as réussi à être une top équipe à l'Ouest en étant le 18e, je crois, offensive rating de la saison, quoi. On va venir assez rapidement au cas de Julius Randle. Les gars, est-ce que vous avez d'autres choses à dire là sur ce qu'a porté Karl Anthony Towns aux Wolves? Ou est-ce qu'on passe à notre chapitre là un peu que Jérém va vous expliquer de pourquoi les Wolves avaient besoin de restructurer un peu leur masse salariale? On est bon? Allez, on part là-dessus. Eh ben écoute, Jérém, je te donne la main. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi les Wolves étaient un peu obligés de bouger quand même? Alors, normalement, si vous êtes sur les réseaux sociaux ou si vous avez lu quelques articles sur le sujet, vous avez entendu que le choix de ce trade, il était avant tout financier. Alors, pour revenir à l'origine de cette décision, hein, vous avez peut-être aussi entendu parler de cette notion de second apron. L'idée, hein, c'est qu'on a vu des franchises dépenser énormément cette dernière saison pour maintenir des
effectifs ensemble. Les équipes qu'on a le plus vues dans le domaine, c'est les Warriors, c'est les Clippers, qui ont maintenu des effectifs des fois au-delà des 200 millions de salaires cumulés. Et donc, ils ont mis en place une notion de second apron qui est extrêmement importante pour les équipes qui franchissent ce cap-là. Donc, en fait, aujourd'hui, vous avez effectivement le salary cap qui a 140 millions de dollars. Et puis vous avez deux aprons, un qui a 178 millions de dollars et un à 188 millions de dollars. Les Wolves, eux, cumulaient, en tout cas pour la saison à venir, 205 millions de salaires. Donc l'idée de trader Karl Anthony Towns, c'était effectivement de commencer à répondre à cette problématique de on a passé le second apron et on va être sanctionné très très fort. Alors première chose, pourquoi ils l'ont passé? Ils l'ont passé parce que ils ont offert une prolongation à Karl Anthony Towns, alors il y a 1 an ou 2 je crois, d'un montant de 220 millions de dollars sur 4 ans, ce qui veut dire que Towns sera payé 50 millions la saison prochaine et ça montera jusqu'à 61 millions dans quelques années. Et dans le même temps, Anthony Edwards, qui était en contrat rookie, a signé une prolongation sur 5 ans et cette prolongation est effective cette saison. Et tu as un dernier joueur qui a pris un gros contrat là-dedans et peut-être on en parlera, dont on attend peut-être un peu plus, c'est McDaniels aussi qui a pris un énorme contrat et qui fait partie de cette équation. C'est ça. Donc en fait, tu as un joueur à 50 millions, deux autres joueurs à plus de 40 millions, et j'ai plus exactement en tête, mais il me semble que Jaden McDaniels, on est sur du 23 millions. On est sur 25, je crois. Ouais, on est sur 25, c'est ça. 25 ouais. C'est ça. Donc du coup, grosse problématique pour les Wolves qui pourraient se faire sanctionner. Alors juste quelques exemples de sanctions qui viennent avec le second apron. Vous pouvez plus recevoir de joueurs via sign and trade. Si vous avez une trade exception, vous ne l'avez pas l'autorisation de l'utiliser. Vous pouvez plus accumuler des contrats pour monter un trade, ce qui est problématique. Vous perdez éventuellement des first round picks, alors à long terme, mais mine de rien. Par exemple, si les Wolves finissent la saison au-delà du second apron, ils perdront leur pick 2032. Le premier ou le deuxième? C'est le premier. Ah ouais, c'est quand même, ça, ce qui est quand même un énorme truc, quoi. En fait, c'est pas que tu le perds, mais c'est que tu peux plus l'utiliser en dehors d'un choix de joueur. Donc tu peux plus le trader. Ah d'accord. Okay. Donc voilà, en fait, tu perds énormément en flexibilité, et donc tu perds en capacité en fait à remodeler ton effectif à long terme. Donc ce qu'on peut aussi se dire vis-à-vis de ce trade-là, c'est que probablement que d'ici la fin de la saison, il y en aura d'autres parce que à l'heure actuelle, même après ce trade, les Wolves sont toujours au-delà des 188 millions qui marquent l'entrée dans le second apron. Donc voilà, ils sont pas au bout. Et effectivement, dans cette équation, le joueur qui coûte le plus cher, c'est Towns. Et comme on l'a dit, c'est un joueur à fort compromis. L'équipe a construit, en tout cas, avec l'idée que Rudy Gobert allait devenir le cœur de leur défense. Et de fait, le joueur qui est à la fois pas le cœur offensif de l'équipe et pas le cœur défensif et qui est vraiment très cher, c'est lui. Donc on pouvait imaginer qu'après des années de galère, ça risquait d'être le joueur qui allait être tradé. Et en plus de ça, ça fait quand même 5 ans qu'il rate en moyenne une vingtaine de matchs par saison, ce qui n'a pas dû aider. Ouais, tu peux ajouter à ça. Donc effectivement, juste en synthèse, le problème de ce second apron, c'est qu'après, on n'a plus aucune flexibilité pour bouger. Donc c'est pour ça que vous avez vu, durant tout l'été, des équipes donner la sensation de s'affaiblir. En fait, si tu regardes bien l'été, à part 3-4 équipes, elles se sont toutes à peu près affaiblies. Pourquoi? C'est pour rester sous ce second apron qui permet d'avoir de la flexibilité. D'autant que les Wolves avaient une contrainte supplémentaire, c'est qu'on est sur la dernière année fixe de Nasrid, que l'année prochaine il est en player option, que tout porte à croire que cette player option il va la décliner, parce qu'elle est seulement à 12 millions, ce qui ne représente pas sa valeur. Et donc, tu avais la perspective de devoir prolonger Nasrid à la fin d'année. Et donc, tu étais dans une situation où tu avais un choix à faire. Si tu voulais garder Nasrid, dont on peut imaginer qu'il a beaucoup de valeur pour eux, soit tu te séparais de Rudy Gobert, soit tu te séparais de Karl Anthony Towns, soit tu te séparais de Jaden McDaniels. Je pense que l'option de Jaden McDaniels, elle n'a jamais trop été évoquée, parce que, je vois Jules que tu confirmes, parce que son apport défensif est trop important, puis que c'est quand même le plus petit salaire, et que Rudy et Karl Anthony Towns sont peut-être un peu surpayés par rapport à ce qu'ils valent, ce qui est peut-être et pas le cas de Jaden McDaniels. Et donc, ouais, complètement. Et donc, il restait un peu deux options. Soit tu bougeais Karl Anthony Towns, soit tu bougeais Rudy Gobert. Moi, c'est là où je me pose un peu question. Je pense que la valeur de Rudy Gobert aujourd'hui en NBA, elle n'est pas spécialement haute. Et qu'ils espéraient quand même récupérer quelque chose de ce trade-là pour pas complètement s'affaiblir. Et qu'ils ont préféré le faire en tradant Karl Anthony Towns. D'autant que
Juste, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que la valeur de Karl Anthony Towns est passée d'extrêmement basse l'été dernier à correcte, voire bonne cet été. Et que je pense que ça fait partie de l'enjeu qu'il y avait. Je suis complètement d'accord. Je tiens juste à réinsister sur ce que vous avez dit qui me paraît très important, notamment au regard de ce que j'ai lu ces dernières heures sur Twitter, sur les raisons de ce trade et une partie, une partie de la commu qui est juste en mode Towns il est nul, il sert à rien et donc machin, malgré le parcours récent en playoff. Une autre partie très étonnée en disant ils font finale de conf et ils retentent pas l'expérience, c'est n'importe quoi. Et une autre partie aussi qui évoque des raisons financières uniquement liées aux nouveaux propriétaires, enfin aux nouveaux copropriétaires, parce qu'on a toujours un peu cette bisbille-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais entre Mark Lore, Alex Rodriguez et Glenn Taylor sur la passation. Et donc, on a eu pas mal de commentaires sur le fait que ce soit un manque de coopération entre les propriétaires et un manque de volonté aussi de mettre de l'argent qui ait justifié ce trade. Et donc, ça génère aussi beaucoup de colère. Donc, les précisions que vous avez apportées, un peu plus techniques, notamment sur le second apprend, font qu'on a quand même des implications stratégiques et sportives qui sont à prendre largement en considération, en plus de la partie purement monétaire, entre guillemets. Donc ça, je voulais juste repréciser ça parce que je le vois quand même très peu sur les réactions de Twitter, cette partie-là, et ça me semble quand même intéressant de vraiment le souligner. Deuxièmement, je te rejoins complètement sur les contrats qui sont actuellement en place à Minnesota. Celui de McDaniels, pour moi, c'est un joueur, déjà, ce qui est très important, c'est que c'est la même timeline que Anthony Edwards. Je sais que c'est une notion qui est chère à Jérémy et je suis totalement d'accord avec ça. C'est important et qui est commune à peu près avec Naz Reid, alors qu'il y a un contrat structuré très différemment, puisque non drafté, etc. Mais on reste sur une catégorie d'âge qui est similaire. Et donc, tu restes finalement sur 3 joueurs autour desquels tu peux envisager de reconstruire si nécessaire, avec déjà une base intéressante dès l'année prochaine si tu te rends compte que ce projet marche pas. On va revenir sur le fait que je pense que sportivement c'est affaibli d'une certaine manière. Je pense que c'est un pari qui peut être risqué par certains égards. Néanmoins, tu as quand même un trio sur lequel tu peux t'appuyer pour ne pas repartir de zéro avec des contrats qui sont établis, etc. Et donc, notamment, cette flexibilité financière dont tu parles, elle est capitale dans cet esprit-là aussi. Donc, le contrat de McDaniels, quand il s'est signé l'année dernière, il paraît élevé parce que les montants maintenant en NBA sont très élevés, mais finalement, pour son apport, pour son âge et le potentiel offensif qui pour moi reste à explorer. Ouais, Alors, c'était ça. Ouais. y a rien d'extraordinaire, mais il n'empêche que défensivement c'est déjà élite et offensivement on peut faire mieux. On a vu encore que cette saison c'est mieux. Jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des possibilités. Tu viens de drafter assez haut, je pense que c'est important de le signaler aussi. C'est pas pour rien si on a monté ce trade-là pour monter à la draft et aller chercher Dillingham. Pour réaligner ta timeline, c'est aussi important dans cet esprit-là. Et Towns, finalement, 9 ans chez les Wolves, ça fait partie d'une timeline qui n'existe quasiment plus et où il reste finalement que Gobert et Mike Conley, sur qui tu vas t'appuyer sportivement pour tenter encore une année de performer, je pense. Donc je pense que c'est toutes ces raisons-là qui nous ont poussé à faire ce trade-là et que la structure des contrats était telle qu'elle n'était pas tenable et qu'elle reste difficilement tenable malgré ce trade, comme le disait Jérém. Je pense que la cohérence, elle est complètement à chercher là, même si forcément il y a des impacts qui nous plaisent pas en tant que fan des Wolves. Mais je suis pas Et, sûr qu'on avait trop le choix. et pour compléter ce que tu dis par rapport au choix d'aller chercher Dillingham et de monter à la draft, c'est que le second apron va pousser beaucoup d'équipes à justement investir sur la draft parce que c'est des contrats de 4 ans qui sont beaucoup moins coûteux et que, a priori, là, ce qu'on va voir, c'est beaucoup d'équipes en fait essayer de se construire une forme de rotation sur des joueurs en contrat rookie. On a vu des effectifs avoir du succès avec ça, mais en tout cas, voilà, cette notion de premier et de second apprendre pousse les franchises à se diriger vers ce type de choix stratégiques. Construction Donc ça me type prestille OKC, quoi. avec tous ces. Hmm. Ouais, C'est bah, ça. ça me prestille avec tous ces pics là, il les refait. Hein. Ces pics, ils avaient déjà de la valeur Ouais. avant, mais alors maintenant, c'est tombé. Et il faut prendre en compte aussi pour les personnes qui considèrent que les choix stratégiques sont pas cohérents, que cette décision d'ajouter cette notion d'apprend, je veux dire, les effectifs qui ont été construits en NBA ces dernières saisons n'étaient pas au courant que ça allait se produire. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'équipes qu'on voit, pour certains, marquer d'ambition ou faire des choix, entre guillemets, pécuniers de la part des propriétaires. Mais en fait, non, c'est juste qu'ils doivent se réajuster aux règles du jeu qui ont changé. Et c'est pas la seule équipe qu'on a vu faire ce type de choix, comme le disait Ben tout à l'heure, quoi.
C'est très cool ce que tu dis, Jérém, parce que je trouve que ça encore une fois à souligner l'année dernière quand on donne les contrats côté Minnesota et qu'on paye les joueurs comme on l'a jamais fait dans cette franchise. Tout le monde est super content en disant bravo les nouveaux proprios, ça change la vie, c'est génial, etc. Et là, on leur tombe dessus en disant ouais, ils sont pas foutus de s'entendre, ils veulent pas filer la thune. Ça m'étonnerait quand même clairement qu'en un an on ait un changement de mentalité entre ces nouveaux proprios-là, ou que cette mésentente-là ait un impact réel sur l'argent et la notion d'argent pour les proprios. Encore une fois, je pense que ce que vous avez développé sur la partie structure salariale est beaucoup plus à prendre en compte. D'autant que on peut ajouter que sur le choix, du coup, on arrive un peu à la conclusion. Alors moi sur McDaniel, je trouve qu'il y a vraiment besoin d'un petit up offensif pour qu'il justifie son contrat. Il a été fait en anticipation. J'étais un peu déçu de sa saison dernière offensivement, mais je pense aussi que c'est lié à l'usage en fait de joueurs comme Edwards ou Karl Anthony Towns. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que McDaniels puisse prouver sa progression et ait de la place pour faire cette progression, Nasrid ayant pris énormément de place cette année, il y avait besoin de libérer un peu d'espace pour McDaniels parce que pour le coup, on a eu quand même chez McDaniels, moi je trouve des flashs de choses intéressantes, notamment sur tout le jeu en un dribble, où c'est vraiment pas mal et où on a des trucs intéressants pour McDaniels. Je suis complètement d'accord. Il y a des flashs où il pose un dribble, deux dribbles et il prend son shoot à Ouais. mi-distance ou même pour aller au cercle. Où il y a des vraies fulgurances de talent offensif plus plus. Alors, ça laisse pas forcément présager une consistance, enfin une régularité hyper importante de pouvoir reproduire ça de manière répétée tous les matchs, etc. On n'est pas du tout encore sur ça, mais n'empêche que c'est des choses qui se voient. Et ben là, il y a quand même 21 points qui viennent de foutre le camp, presque 22 par match. Alors, on va parler, il y a Julius Randle qui est arrivé, sur une jambe visiblement, mais qui est arrivé. Donc, il y a quand même quelque chose, une partie offensive qui sera pas à combler. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher. Et puis à lui aussi d'aller chercher, hein, pour Jaden McDaniels, d'aller faire cette place-là, faire ce trou-là et montrer qu'il peut prendre une partie des responsabilités offensives qui viennent d'être abandonnées. Son usage n'a pas bougé entre l'année dernière, enfin il y a 2 ans et l'année dernière, ce qui montre bien que alors qu'on espérait que ça grimpe un peu en efficacité offensive, enfin en attaque, en volume d'attaque, pas en efficacité mais en volume offensif. À un moment donné, si l'usage bouge pas, ça peut pas augmenter. Euh, C'était mon plus gros point la semaine de l'année dernière, en début de saison. J'étais convaincu que malheureusement pour lui, du coup, offensivement, il y aurait rien pour lui. C'est en même temps, tu vois le roster, tu vois le 5 de départ. À part le dire, tu te mets dans les corners et tu vas nous mettre des 3 parce que tu es à droit quand même. Et tu vas mettre des méga missions défensives. Je voyais pas comment on allait le plus l'utiliser que ça offensivement. Et ça c'est vérifié. Ouais, petite précision sur le cas juste du contrat hein, de McDaniels. On est sur un contrat à moins de 25 millions de dollars. L'année prochaine, on entre sous la renégociation des droits télé donc, qui a été validée cette saison. Donc le cap va augmenter. Donc en fait, les 25 millions clairement donnés à McDaniels, ça va représenter une part relativement modeste hein, du coût total du roster. Donc pour un joueur aussi bon défensivement en soi, je pense pas que le contrat soit mauvais ou exige de base une progression énorme en attaque pour le justifier. Euh, voilà, parce que on est encore sur un deal historique, donc le salary cap va augmenter progressivement, mais va augmenter quand même assez considérablement, quoi. Ça va être la première année hein, de son nouveau contrat, donc c'est aussi important de Mm. noter dans ce cas du transfert de Town, c'est que l'année dernière, ils ont pu aussi faire ça parce que McDaniel était encore dans sa période de contrat rookie. On est à 16% du cap à peu près aujourd'hui avec ce contrat, donc avec l'augmentation, on peut imaginer qu'on descende autour des 12%, ce qui serait plus que raisonnable pour un starter. Super. Autour du cas Towns ou Rudy Gobert, l'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est la dernière année de contrat fixe de Rudy Gobert. À la fin de cette année-là, il a une player option. Aujourd'hui, Rudy Gobert enfin, je pense on est à peu près tous d'accord maintenant pour dire que Rudy Gobert est un peu surpayé par rapport à ce qu'il vaut. C'est-à-dire que Rudy Gobert est un super joueur. Le problème, c'est que Rudy Gobert est un super joueur et pas un joueur, on va dire, c'est pas un franchise player et qu'il a 45 millions. À la fin de cette année, il a une player option. On peut peut-être imaginer un monde, moi ça me surprendrait pas,
où les Wolves se mettent d'accord avec lui pour qu'il décline sa player option et qu'il prenne un contrat à 140 millions sur 4 ans, un truc où il touche non pas 46, 47 l'année, mais où il est plutôt autour des 34, 35. Et ils se mettent à peu près d'accord là-dessus et on retombe sur quelque chose d'à peu près d'un peu plus cohérent, quoi. Ce que tu n'avais pas avec, c'est une perspective que pour le coup tu n'avais pas avec Karl Anthony Towns. Oui, puis après, d'un point de vue basket pur, j'ai l'impression que le choix de Gobert, c'était aussi une direction vers une identité défensive qui leur correspond très très bien, on l'a vu. Alors que si tu avais fait un choix plutôt en faveur de on conserve Towns et on abandonne l'idée Rudy Gobert, tu revenais à une formule qui était déjà éculée et où tu savais que ton équilibre attaque-défense n'était pas forcément favorable parce qu'offensivement, même en laissant partir Gobert, tu ne seras pas une attaque élite avec cet effectif-là. Donc, je pense qu'ils là, ils ont réussi à construire quelque chose qui leur semble cohérent avec l'effectif en place. Et du coup, autour d'une sorte de trident McDaniels, Edwards, Gobert, ça paraissait plus cohérent de continuer avec Rudy Gobert, même si d'un point de vue timeline, c'est encore plus éloigné de leur duo, quoi. Et dernier élément, Julius Randle, c'est sa dernière année de contrat fixe. Il a 28 millions l'année, 30 millions l'année prochaine. On ne serait pas surpris si Julius Randle estime, lui, qu'il vaut plus que 30 millions l'année et qu'il décline la player option. Et donc, on retrouve un peu de flexibilité à court terme pour les Wolves, qui implique un peu cela. Et on en reparlera, mais le contrat de Dante DiVincenzo est peut-être l'un des meilleurs contrats de la NBA, avec son 11 millions l'année, qui vient se cumuler avec le contrat de Mike Conley, qui est passé à 10 millions l'année, qui est aussi un très bon contrat pour son apport. Et donc, en fait, on se rend compte finalement que finalement les Wolves ont fait un move qui, en termes de front office, dans le contexte actuel et dans le contexte dans lequel on leur a donné la main, est plutôt pas mal, quoi. Est plutôt pas mal. Ah, et disons qu'il est bon d'un point de vue, voilà, comment on essaye d'arranger nos contrats, mais c'est vrai qu'en tant que fan, il y a cette frustration de se dire, bon, ben, on perd quand même un joueur qui était essentiel pour rendre notre attaque viable, à la fois parce que, même s'il est plus autant impliqué dans la création, son jeu de passe lui permet effectivement de mettre en valeur d'autres joueurs, et puis surtout parce que tu es une équipe qui est quand même pas très prolixe à 3 points et que tu te prives de ton meilleur shooter. Donc c'est vrai que on peut imaginer qu'il risque d'y avoir des problèmes de spacing qui vont se poser l'année prochaine et qui pourraient faire que les Wolves vont pas être dans une progression alors qu'ils sortent d'une saison qui est une saison historique pour eux, quoi. Mais dans un contexte où tout le monde régresse un peu avec tout C'est ça. ça. Donc c'est aussi à prendre en considération. C'est-à-dire que oui, si on sort de OKC, qui continue à progresser, Dallas, on avait dit dans un podcast, en fait, en ne régressant pas presque, fait un leap, parce que tout le monde a régressé. On prend les Lakers typiquement, qui n'ont pas pu se renforcer à cause de ça, et c'est pas les seuls. On a un peu ce contexte-là. Et Les allez, tout Lakers au dernier hasard. élément sur ce trade, qui je trouve intéressant, ça montre aussi la décote des contrats max sur des joueurs qui ne sont pas des franchise players. On a pris l'exemple tout à l'heure de Zach LaVine pour parler de l'histoire de cette équipe des Wolves. On voit à quel point il a l'air compliqué de trade Zach LaVine, parce que je veux dire, les Bulls ont tout restructuré. Zach LaVine, on sait qu'il est considéré par les GM, mais son contrat est sans doute trop haut par rapport à sa valeur, et sans doute qu'il y a 2-3 ans il aurait été tradé, mais là il l'a pas été. Et Karl Anthony Towns, on veut pas le garder alors qu'il sort de sa meilleure saison, que c'est l'image de la franchise, etc., etc. Je trouve quand même que ce trade symbolise le fait que ce nouvel accord collectif baisse la valeur de ces joueurs-là, alors que historiquement on acceptait de les surpayer, quoi. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça va peut-être forcer les franchises à se dire, OK, on va peut-être niveler la valeur de nos joueurs et entre une première et une troisième option, on va peut-être pas donner la même chose aux trois parce que c'est pas forcément cohérent. Et en tant que fan de Denver, j'y pense souvent. Et oui, parce que tu viens de Ouais, mais filer. du coup, est-ce que c'est possible parce qu'en fait, je pense que depuis longtemps, si les franchises avaient la possibilité de le faire, elles le feraient. Mais que dans la négo, est-ce que tu as vraiment le choix quand tu es sur tous les petits marchés, comme c'est le cas de Minnesota, de Denver, etc. C'est toujours posé cette question-là. On a déjà eu le débat 50 fois de est-ce que tu as vraiment le choix que de filer des gros contrats à tes rookies, enfin, en tout cas, à tes draftés ou qui ont un potentiel intéressant et sur lesquels tu étais censé miser. On va voir, hein, mais en tout cas, la difficulté que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, tu sais que donner 3 contrats max, ça t'oblige quasiment à restructurer ton effectif si tu as un effectif qui est un peu profond dans les années qui arrivent. Donc c'est vrai que le cas des Wolves, c'est clairement peut-être un des premiers qu'on va voir dans ce registre-là, quoi.
En fait, il faut espérer que ça soit que ça ait un effet global sur les franchises. Enfin, on digresse, mais le truc, c'est que encore une fois, c'est une contrainte qui va peser sur les franchises et pas sur les joueurs qui, eux, vont continuer à demander des max parce qu'ils estimeront qu'ils valent le max en sortie d'un contrat rookie, par exemple, dans une franchise, un petit marché, une franchise qui a pas encore d'avenir. Et est-ce que, en espérant qu'il n'y ait pas aussi une éternelle, un éternel cercle vicieux où de fait, tu as toujours à ce moment-là de ta négo où tu te dis, bah, en fait, t'es pas ma première option, ou tu t'es ma deuxième, troisième, et donc, comme tu dis, j'échelonne, mais que tu as toujours une franchise à côté qui est encore plus merdique à ce moment-là, et qui, du coup, elle sera prête à le mettre ce max-là, parce que à ce moment-là, ils sont prêts à le faire, et ainsi de suite. J'espère comme toi que ça fera un peu bouger les choses, mais je suis pas si convaincu, malheureusement. On a eu un autre cas dans l'été un peu de ça, hein, c'est le cas de Paul George, avec les Clippers qui ont eu du mal à aller lui filer ce que lui espérait. Et là, pour le coup, ça rejoint parfaitement ce que tu dis, Jus. Ils n'ont pas osé lui filer les 4 ans max comme il le souhaitait. Et du coup, il est parti aux Sixers qui, eux, ont pris le risque de faire ça. Et qui profitent du fait que Tyrese Maxey soit dans une situation de contrat rookie pour le faire. Et certainement qu'on va voir les Sixers d'ici 2 ans bouger un des trois. Et certainement pas Paul George parce que c'est celui qui aura le moins de valeur. Mais bouger un des trois. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous dit aussi que les fenêtres maintenant, quand on fait ce genre de trade, elles sont plus sur 4-5 ans, mais elles sont peut-être sur 2 ans. En fait, et donc sur le mouvement global de la NBA, je trouve ça intéressant. Vous voyez d'autres choses à dire, les gars, sur cette partie-là, un peu de la restructuration? Est-ce qu'on passe aux questions de jeu avec notre cas de Julius Randle? Alors Julius Randle arrive à Minnesota dans un profil. Alors le profil de Julius Randle, c'est quoi le profil de Julius Randle? Assez compliqué à dire. Bon, ce qu'on peut dire sur Julius Randle, premier élément, c'est qu'il fait partie de ces rares postes 4. On va mettre de côté un peu sa blessure, en espérant qu'il revienne normalement. Il a quand même un long temps de pause, alors qu'il aurait peut-être pu revenir pendant les playoffs. Ça n'a pas été le cas, on va imaginer qu'il revienne dans un bon état. On est sur un joueur, premier élément positif, qui est un joueur qui crée du jeu. C'est un joueur qui crée du jeu, et quand tu perds Karl Anthony Towns, c'est un élément important. Que ça soit à la passe il est plutôt bon, mais aussi sur l'ensemble des possessions que tu as besoin d'avoir, qui sont des positions de mauvaise qualité que tu auras toujours dans ton jeu. On sait que Julius Randle est un joueur qui peut assumer ces possessions-là, et c'est sans doute pour ça qu'il était aussi important dans le système de Tom Thibodeau. Et il était bon là-dedans. Maintenant, Julius Randle, il y a un gros sujet efficacité, on le sait tous, c'est le 48e percentile chez les forwards, donc même pas chez les bigs, mais chez les forwards à l'efficacité, donc c'est très bas. C'est un ailier fort qui joue comme un ailier créateur, et qui a un énorme problème de déchets. Je vais pas aller plus dans le détail. Qui a envie de prendre la parole là sur Julius Randle et nous dire un petit peu ce qu'il peut apporter aux Wolves et pourquoi les Wolves sont allés chercher? Eh ben, ou Jérém? Allez, Jérém, je te laisse la parole. Allez, vas-y. Bah écoute, on est sur un profil effectivement de créateur. Je pense que le manque de volume de création de jeu, c'est quand même une difficulté des Wolves. Et qu'à partir du moment où tu faisais partir Karl Anthony Towns, qui a un peu de faculté de création et qui permettait d'huiler cet effectif, tu voulais peut-être aller chercher un joueur qui, dans un effectif qui défend très très bien et donc peut se permettre d'avoir du déchet, correspondait finalement à cette idée-là que l'équipe se fait d'elle-même, et de fait qui peut aller chercher à volume élevé des tirs contestés et qui, dans des bonnes séquences, peut clairement faire basculer des matchs en ta faveur. C'est un bon créateur, c'est un bon créateur au poste, c'est un bon passeur. Il n'a pas peur de prendre des tirs, donc à ce niveau-là, ça correspond. Maintenant, là où il y a plus de limites, effectivement, c'est que c'est un joueur qui est inefficace au tir et qui, de fait, va peut-être poser des problèmes de spacing selon les rotations que tu décides d'afficher. C'est-à-dire que quand on voit ce trade, on a du mal à se dire que Tim Conley, il n'est pas au courant que, par exemple, une raquette Gobert-Randle, ça va forcément poser des problèmes, non pas juste pour ces deux joueurs, mais aussi pour les joueurs autour. Donc, ça pose la question de comment tu vas construire tes rotations, de qui tu vas aligner avec qui, et de comment tu fais jouer finalement deux de tes joueurs majeurs ensemble, voire trois si tu rajoutes Edwards à l'équation, quoi. Si on parle un petit peu des volumes des deux joueurs, parce que parfois on peut avoir l'impression que Julius Randle et Karl Anthony Towns sont des joueurs qui se ressemblent un petit peu. Julius Randle a 8% de plus demi-distance pris en termes de volume de shoot par rapport à Karl Anthony Towns, avec une limite quand même qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il a un volume de short mid qui est très très important, donc on va dire c'est son alternative un peu à ses double pas, il prend beaucoup de short mid, et il a un volume de 3 points qui est 5% en dessous de celui de Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns prend à peu près 31% de ses shoots à 3 points, et Julius Randle il est plutôt autour des 26%.
Du coup, on a un joueur qui a une zone de travail qui est beaucoup plus dans le mi-distance et proche du cercle. Karl Anthony Towns, en plus, c'est un joueur qui structurellement va très peu au cercle. Et donc, on a un joueur qui est beaucoup plus dans le mi-distance proche du cercle et beaucoup moins dans le 3 points. Ce qui, pour le coup, va avoir un impact quand même sur la façon dont ils structurent leur jeu. Et moi, je trouve, pose même des questions sur est-ce qu'il va être titulaire. Pour moi, ça pose des vraies questions sur est-ce qu'il va être titulaire, dans la mesure où, comme le disait Jérém, c'est un joueur qui est inefficace, sa présence risque de poser des problèmes pour un autre joueur qui est pas le plus efficace, qui est Anthony Edwards. Donc, pour moi, ça met un gros point d'interrogation, enfin, en tout cas, de grosses attentes, encore une fois, sur Anthony Edwards, à juste titre. Dans tous les cas, il se devait d'être plus efficace, donc on va l'attendre sur ce. On l'attendait sur la défense, avec le potentiel qu'il avait, on l'attendait un peu sur le playmaking. Bah, on va l'attendre d'autant plus sur son efficacité, où il doit absolument step up, et la présence de Julius Randle ne fait que renforcer ça. Euh, la vraie question sur la titularisation de Julius Randle, pour moi, c'est il ne doit pas être titulaire. Alors, je remets pas en cause son talent, sa capacité à produire. Je l'ai vu au Madison Square Garden il y a quelques mois maintenant, à nous en planter 50 sur la tête. Donc, comme il dit Jérém, quand il est dans des bonnes séquences, il peut faire très mal. J'espère que c'était prémonitoire sur ce qu'il sera capable de faire à Minnesota, mais je pense que, en effet, si tu as ce joueur-là, par contre, qui sort du banc avec avec un nombre de minutes qui est conséquent, hein, un Julius Randle qui est en forme et donc ça veut dire que tes deux joueurs majeurs qui sortent du banc, c'est Dante DiVincenzo et Julius Randle. Bon, j'ai connu plus dégueulasse quand même comme rotation. Donc pour moi, il y a un vrai gros enjeu, comme vous le disiez, sur le coach, sur Chris Finch, clairement, qui va avoir un casse-tête à gérer et notamment potentiellement un petit problème d'ego aussi. Alors, j'ai pas, très sincèrement, je ne connais pas suffisamment de Julius Randle, entre guillemets, hors des parquets. euh, T'as pas fait la night parce avec lui quand t'es allé à New York? Non, j'ai pas tout fait avec lui derrière, non, mais voilà, j'ai pas suffisamment suivi les Knicks de près pour connaître un peu la mentalité du garçon. Je vois ce qui se dit globalement sur lui. Maintenant, c'est arrivé, j'évite maintenant de me fier qu'à ça parce que si on écoutait les échos et les rumeurs, Anthony Edwards n'aimait pas le basket et s'en foutait du basket quand il a démarré et ne travaillait pas. Donc depuis ce moment-là, j'essaye de nuancer un petit peu les avis que j'entends. Mais j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas trop de ce problème d'ego-là qui revient assez souvent à son sujet et que par exemple il peut accepter de sortir du banc avec encore une fois un rôle important. Et je trouve pas que ce soit si déconnant que ça. Alors après, je suis pas Julius Randle, je suis pas une star NBA, mais pour moi, ce qui est important, c'est le rôle, pas forcément de démarrer le match et à voir dans quelle mesure on arrive à faire ça. Mais en effet, tactiquement parlant, ça me semble être compliqué d'imaginer Randle démarrer à côté de Rudy Gobert. Moi, par rapport à ça, il y a toujours un truc, et je pense que pour moi, le marqueur, ça va être ça, c'est que souvent, quand on fait des trades où il y a des gros talents, on a tendance à se dire, même quand ça fonctionne pas, quand même, c'est des gros talents, t'es pas obligé de les faire jouer tout le temps ensemble, etc. Et on devrait s'en sortir. Et les Lakers version Westbrook, c'est le meilleur exemple de ça. C'est-à-dire qu'on nous a seriné en nous disant que, ok, Westbrook-LeBron, ça fonctionne pas, mais bah, quand un sortira, l'autre sera là. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a 48 minutes dans un match et que des joueurs de ce niveau-là, ça joue entre 28 et 35, voire 38 minutes. Et qu'en fait, même si tu les fais pas jouer en même temps, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, tu fais rentrer l'autre, il y a toujours une vingtaine de minutes où ils vont se croiser, en fait. Et effectivement, la raquette Gobert-Randle, elle n'est pas complètement inapte, mais c'est vrai que on s'attend quand même à un basket assez peu efficace parce que, bon, le tir de Julius Randle préféré, c'est quoi? C'est du mi-distance. Donc, c'est pas complètement incompatible avec Gobert, mais le fait que Gobert soit présent sur le terrain, ça va quand même bien réduire la zone dans laquelle il peut se mouvoir. Donc même si effectivement tu as 10 minutes qui est passé sans l'autre et qu'il y a plus d'associations entre Nasrid et Randle, la réalité c'est que cette association non compatible, tu vas l'avoir en fait. Il y aura forcément ces moments-là. Est-ce que justement, quand tu auras cette paire sur le terrain, parce qu'elle y sera, est-ce que c'est pas le moment où il y aura d'autant plus d'importance sur les extérieurs que tu alignes à ce moment-là? Mm. Je trouve que sur l'élément un peu. Moi, j'ai quand même l'impression qu'un des éléments clés
de ce trade, c'est la capacité que vont avoir les Bulls à lui faire accepter de sortir du banc. On reviendra sur Nasrid après, mais j'ai du mal à imaginer que ce trade n'ait pas été fait pour laisser de la place à Nasrid. Ça a l'air quand même, en plus, là, tu me l'as quand même bien décrit avec cette idée de timeline, ça a quand même l'air d'être le projet. Je pense que tu peux avoir un monde où tu as peu de Randle Gobert, tu as Randle qui sort du banc et en fait, tu as du Randle Nasrid assez régulièrement, avec bien armé sur les postes extérieurs défensivement. Et bon, Randle n'est pas le plus grand des défenseurs, mais c'est pas non plus une catastrophe. Nasrid a fait quand même une très bonne saison défensivement, donc c'est viable défensivement et offensivement. Tu t'y retrouves là-dedans. Et dans la capacité que tu peux avoir à leur faire accepter ce rôle, effectivement, il y a la question de l'ego de Julius Randle. Moi, j'ai deux éléments qui me laissent à penser que ça peut le faire. Le premier, c'est qu'il vient quand même. Il signe pas aux Wolves. Il est transféré aux Wolves comme étant la contrepartie d'un trade. Donc, généralement, ça te donne un statut qui est un peu moins de quand tu arrives. Et le deuxième élément, mais c'est qu'il a 30 ans et qu'il a un contrat à re-signer et qu'il a aucun intérêt à ce que ça se passe mal. Il a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Donc voilà, ces deux éléments me laissent donner ça. Je te redonne la parole, Jules. Je suis assez d'accord. Avec d'autres éléments, à mon avis, à prendre en compte sur les rotations, c'est qu'on a changé quelques éléments. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est le cas, avoir son état physique. On a fait venir Joe Ingles, qui va occuper du coup cette partie-là spacing qui nous manquait beaucoup l'année dernière. DiVincenzo, c'est 40% à 3 points la saison passée, donc c'est une vraie adresse extérieure. Donc encore une fois, est-ce que justement il n'y a pas ces possibilités-là aussi, quand Julius Randle sera sur le terrain, d'avoir par exemple sur des séquences, comme tu disais Jérém, pour éviter d'avoir trop du Randle Gobert, du Ingles sur le poste 4 avec Gobert à ce moment-là pour avoir du spacing, éviter qu'on ait trop souvent Randle avec Gobert. Même si, attention, sur le Nasrid Randle, tu repasses Nasrid en 5. L'année dernière, on a vu du très bon Nasrid défensivement, surtout sur le poste 4, à côté de Rudy Gobert. Je demande à le revoir dans une configuration plus récurrente de poste 5 sur les capacités défensives avec Julius Randle à côté de lui. C'est un point qu'on n'a pas du tout à ce jour. Donc il a donné des garanties Nasrid de ce côté-là, mais dans une configuration qui est un petit peu différente d'être une paire d'intérieur avec Julius Randle. C'est pour ça que moi je suis inquiet. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu évoques le cas de Joe Ingles, c'est juste en fait, c'est enlever encore des minutes éventuellement à ce trio-là. Mais la vérité, c'est que ce trio-là, il va jouer beaucoup. Et qu'en fait, il y a potentiellement qu'un seul duo à l'heure actuelle qui fonctionne naturellement, qui est le duo Gobert-Nasrid. Et même si effectivement Nasrid venait à être titularisé, Julius Randle, tu vas pas le faire jouer en poste 3 à côté d'eux, tu vas pas le faire jouer 20 minutes par match pour correspondre à l'effectif, même s'il a tout intérêt effectivement à ce que ça fonctionne. La réalité, c'est que là, il sort de plusieurs saisons où c'était clairement un des moteurs d'une attaque et qui jouait 36 minutes par match. Donc forcément qu'il va être amené à croiser ces joueurs-là. Et il y a des problèmes autant de compatibilité offensive que défensive qui se posent. Et après, la vraie question, c'est est-ce que Randle doit être là longtemps ou pas? En fait, je pense qu'on doit se poser parce que en tout cas, dans l'optimisation de l'effectif, c'est autant un pari qui peut être perdant dans la constitution de tes raquettes que pour mettre en valeur Anthony Edwards, qui était quand même assez en verve quand il était à côté de Towns, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que l'attaque des Wolves l'année dernière, on voit à quel point elle nécessitait Karl Anthony Towns pour que le système soit viable. Parce qu'il y a aussi une option dont on n'a pas parlé, j'y crois pas trop parce que ça demanderait de revoir le système. C'est une option avec Jaden McDaniels en 4, dont t'es DiVincenzo en 2-3, et là tu changes de jeu, tu vas sur un jeu peut-être plus adapté à ce dont Anthony Edwards a besoin, tu joues plus vite, mais alors là pour le coup, c'est-à-dire que t'as Nasrid et Julius Randle qui sortent du banc. Mais j'ai du mal à l'imaginer cette option parce qu'elle demanderait de revoir un peu le projet de jeu. Donc j'ai du mal à l'imaginer dans une équipe qui vient de faire des finales de conférence. Revoir l'entièreté du projet de jeu, ça me paraît compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que l'attaque à deux bigs, elle fonctionnait aussi bien parce que Karl Anthony Towns. Donc entre guillemets, tu n'as pas le droit de te tromper sur Julius Randle. Et si tu as un truc où tu le mets dans des systèmes défensifs où en fait sa présence elle est un peu pénalisante, pas trop mais un petit peu, et où offensivement t'as pas le leap attendu, et ben tu peux vite être dans un truc où pour un finaliste de conférence tu te rends vite compte que ça marche plus du tout aussi bien que l'année dernière, et effectivement tu te projettes vite sur bouger Julius Randle, quoi. Ouais. Pardon, Et attention, point... Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y. Ah, vas-y, Jérôme, vas-y.
Point notable aussi, c'est que par exemple, tu vois, je regardais à quoi ressemblait l'effectif quand, en gros, Towns et Gobert étaient sur le terrain. Donc, tu avais ces 121 d'offensive rating dont on parlait. Mais du coup, quand tu alignais une raquette Nasrid Gobert, tu étais à 114 d'offensive rating, ce qui montre quand même que la compatibilité n'est pas la même pour l'ensemble de l'effectif. Et en fait, ça correspond à peu près à ce que tu avais tout court quand tu testais d'autres types de rotation avec juste Gobert sur le terrain ou juste Nasrid, quoi. Donc, clairement que, en tout cas, leur plafond offensif, ils viennent de s'effondrer assez considérablement. Alors qu'il était déjà pas si haut. Alors qu'il était déjà effectivement pas si haut. Euh, donc, je pense qu'ils peuvent vite avoir un problème parce que si jamais on se rend compte que Julius Randle, ça ne fit pas là-dedans, je pense que le retrade peut être très compliqué. Parce que je ne sais pas quelle est sa valeur à Julius Randle aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est si haute que ça parce qu'il est quand même en fin de contrat. Donc, quoi qu'il arrive, un gars en fin de contrat, c'est pas si simple que ça à récupérer quelque chose de sympa. Donc, ils ont quand même un enjeu à ce que ça fonctionne, quoi. Sinon, tu peux vraiment être perdant dans le trade. Oui, éventuellement une équipe qui a besoin de libérer du cap l'année prochaine, enfin une équipe qui est peut-être en reconstruction, à qui tu vas pas demander de pic, mais où tu vas peut-être essayer de gratter. Sauf qu'il faut aller choper aussi des salaires en correspondance, donc mais où tu vas aller choper peut-être un ou deux role players à valeur moins importante, avec des salaires moindres et sans demander de pic de draft, c'est à une équipe qui veut bien récupérer, qui est intéressée par le fait de récupérer du cap l'année prochaine. C'est la seule configuration que j'imagine si tu venais à retrader Julius Randle, pas avant 2 mois du coup, hein. Honnêtement, je pense que ça peut faire partie même du projet, enfin, en tout cas du projet actuel pour les Wolves, parce que finalement, en admettant qu'ils partent avec cette idée, soit de se dire qu'à terme, le projet pourrait très bien d'avoir McDaniels en 4 ou d'associer Gobert et Nasrid, est-ce que finalement les besoins des Wolves, c'était forcément un intérieur, tu vois? Et tu peux en fait juste te dire, je vais gagner en profondeur et je vais aller remplir des problématiques que j'ai sur le long terme, et des problématiques à long terme, ils en ont d'autres. Les Wolves, je pense, que ce soit à la main, tu vois, les rotations à la main, que ce soit peut-être d'aller chercher de l'ailier supplémentaire, ce qui correspond enfin, assez bien à leur style de jeu. Je pense qu'ils sont pas figés aujourd'hui à se dire que ils doivent à tout prix évoluer avec un trio d'intérieur, hein. Mm. Sachant qu'ils ont besoin de diminuer encore leur masse salariale. Il faut quand même l'avoir en tête. Ils sont toujours 10 millions au-dessus du second apron et il faut re-signer Nasrid à la fin de l'année. Donc, Nasrid, on va dire, allez, dans un monde sympa où il fait la même saison, il va prendre 30, je pense. D'autant que la prochaine free agency, elle est assez maigre. Donc, les gens qui vont avoir de l'argent vont vite le mettre sur Nasrid. Donc, en gros, il va demander 30. Donc, en gros, tu as 10 millions à trouver. Donc, enfin, 10 millions à trouver si tu n'as plus de Julius Randle. Donc, c'est vrai que tout porte à croire que la restructuration n'est pas terminée, qu'on va aller chercher peut-être, aller 2 joueurs à 10 millions ou 2 joueurs à 5 millions, voire un joueur à 10 millions à la place de Julius Randle pour pouvoir prolonger Nasrid sereinement et continuer à l'avoir, quoi. Donc, ça peut effectivement n'être qu'un passage. On a ouvert un peu le dossier Nasrid. Les gars, est-ce que c'est pas un peu le grand gagnant de ce trade Nasrid? Est-ce que c'est pas la preuve que les Wolves lui font excessivement confiance, ou excessivement, je sais pas si c'est excessif, mais grandement confiance à minima? Et là, pour le coup, tout porte à croire que Nasrid devient le projet de seconde option de l'équipe. C'est ça l'idée? Ça En fait fait, mal j'ai dit comme ça, l'impression hein. que Ça fait bizarre dit comme ça, hein. ouais, c'est bizarre. Et en fait, je pense que effectivement, là, oui, il a clairement marqué des points. C'est qu'ils ont vu en playoff que c'était vraiment un jeu qui pouvait faire tourner des rencontres. Je trouve qu'il a été crucial, notamment dans la série contre Denver. Il était capable de lancer des runs. Offensivement, il est quand même. Je trouve qu'il a un combo de scoring basé sur le shooting et la mobilité, mine de rien, pour un intérieur qui est vraiment Et le intéressant. drive. Euh, c'est ça, c'est Et le ça. drive. C'est-à-dire Très qu'il bon a une driver. mobilité qui lui permet de faire du drive et c'était assez impressionnant. Je trouve qu'il a eu une évolution physique depuis son arrivée en NBA qui est Mm. assez folle parce que au début on était plutôt sur un intérieur lourd qui allait jouer au poste et shooter à 3 points, et maintenant il a ajouté l'option du drive, et c'est vrai qu'il y avait une idée que c'était une forme d'autre Karl Anthony Towns avec pas forcément le même volume de jeu mais avec clairement des qualités communes, quoi. Donc je pense que ça a fait partie du processus de le mettre en avant. Maintenant, là, je pense que le truc, c'est que le projet des Wolves, c'est la défense.
comme d'autres équipes dont on a parlé récemment, et que après l'attaque est un peu dans une idée un peu de survie, ou en tout cas d'être au moins au-dessus de ce que tu produis défensivement, et que bah, ils veulent répartir l'attaque entre 4-5 joueurs. Et dans ces 4-5 joueurs, en dehors Anthony Edwards, tu as Nasrid qui arrive comme une des deux, trois options qui vont porter la balle et scorer, quoi. Et ils ont pris un rookie qui n'est qu'un attaquant. Donc, dans le prolongement de ce que disait Jus sur leur nouvelle timeline, on verra si ça marche, hein, pour le coup. Mais Dillingham, c'est un pur attaquant. Même plutôt, il n'a pas été pris plus haut parce que justement, il y avait ce problème défensif. C'est un gars qui est là pour te faire tourner avec son playmaking une attaque et qui a pour but peut-être de passer derrière Anthony Edwards. Nasrid, j'ai juste une petite question. Moi, c'est dans quelle mesure on n'était pas un peu sur une surchauffe l'année dernière? Il a 35% en carrière à 3 points, ce qui est très bien. L'année dernière, il était à 42% quand même. Donc on est sur de toute façon, 42%, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le tiennent plusieurs saisons. Et le problème de Nasrid, c'est que son efficacité au cercle, elle a jamais été très très bonne finalement. C'est pas un joueur qui a un bon mi-distance. Moi, je le trouve intéressant sur sa capacité à attaquer les close-out. C'est ce qui le rend aussi dangereux à 3 points. C'est qu'il peut attaquer les close-out. Mais dans le cas où Nasrid repart sur un truc autour des 35% à 3 points, bah, le leap offensif, d'un coup, il devient moins évident, quoi. Et la marge de progression devient d'un coup moins évidente. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est juste un peu l'interrogation que j'ai autour de Nasrid. C'est est-ce qu'il peut faire plus? Ah, clairement, et c'est là que tu te rends compte que la construction d'effectifs, c'est quand même, tu sais, c'est un jeu un peu compliqué et où Ah, des ça tient fois sur un fil, hein. tu bouges, ouais, tu bouges un truc et d'un coup, tu as tout qui peut s'effondrer. Et effectivement, les Wolves l'année dernière étaient une équipe qui shootait peu à 3 points. Je pense qu'ils étaient autour des 20e, 25e. Mais c'était une des équipes les plus à droite de la NBA. Et ça tournait notamment autour de la très grosse adresse de Nasrid, de Towns. Et donc, il y a des choses qui peuvent tourner. Déjà, tu retires Towns de l'équation. Tu peux avoir des joueurs qui étaient en surchauffe qui ne le sont plus. Il y a un truc, alors, est-ce que c'est circonstanciel ou pas? Mais par exemple, Edwards associé à Towns shootait à 41% à 3 points. Quand Towns était hors du terrain, il retombait dans les 34-35%. Est-ce que finalement, il va, tu vois, où il va se trouver maintenant qu'il a plus cette association qui est importante pour lui? Est-ce qu'à un moment donné, les Wolves ne pourraient être une des pires équipes à 3 points de la NBA à cause juste d'un joueur que tu as retiré de l'équation, quoi? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'Edwards profitait d'un peu de gravité de Karl Anthony Towns quand il était sur le terrain. Donc, je vais pas aller dans le détail, mais on peut imaginer qu'il y a un volume de catch and shoot un peu plus important, un volume de tir ouvert ou semi-ouvert un peu plus important. Nasrid, on est sur un gars qui, effectivement, prenait 44% de ses tirs à 3 points. Donc, un tir sur deux qui était pris était à 3 points. Donc, si l'efficacité baisse, d'un coup, le joueur perd un peu en intérêt, quoi. Bon, après, il jouait beaucoup de minutes avec Rudy Gobert, donc forcément, si tu joues des minutes avec Rudy Gobert, t'es pas impliqué sur le pic. Il a quand même beaucoup de qualités qui laissent à penser que ça peut être un bon joueur de pic, hein. Il est très, très dynamique, il monte vite au cercle, il a des bonnes mains, ça peut aussi monter, hein, pour le coup. Là, il peut avoir une marge. Non, mais clairement, et c'est un joueur, comme je disais, qui attaque très bien les close-out, donc il va être aussi dépendant bah, de l'activité autour. Donc plus l'attaque autour est dynamique et fonctionnelle, plus il va être a priori fonctionnel. Voilà, toute la question, en fait, c'est maintenant quel est le vrai plafond offensif de cette équipe. Et je pense qu'en fait, Nasrid, c'est pas vraiment un joueur qui représente, tu vois, la solution pour une équipe, c'est plus un joueur qui permet de débloquer ton plafond. Et aujourd'hui, bah, la question, c'est est-ce que l'année dernière, c'était pas le scénario idéal pour lui? Est-ce qu'il peut réitérer ce genre de performance? Bah, ouais, Ouais, on peut l'avenir nous imaginer dira. qu'il mise un peu sur à la fois Nasrid qui confirme, voire fait un peu mieux, sur Jaden McDaniels qui peut augmenter un peu son volume avec la disparition de Towns et qui du coup vient équilibrer un peu. Et quand même, enfin, je pense pas que ça soit que pour l'année prochaine, c'est peut-être plutôt sur 2-3 ans, mais sur Dillingham, enfin, qui était le principal créateur de cette draft, donc ils imaginent peut-être un équilibre autour de ça. L'expérience montre quand même qu'en NBA, tourner à un seul créateur de très haut niveau, donc en l'occurrence Anthony Edwards, quand bien même on considérait qu'il est à très haut niveau, souvent c'est un peu juste quand même, hein. C'est quand même bien d'en avoir deux généralement. Et on a fait un podcast, Jérém, la semaine dernière sur Orlando, sur à quel point, au bout d'un moment, tu n'atteins pas un plafond. Le plancher est très haut, mais le plafond parfois est pas si haut que ça quand tu construis tout sur la défense. Et que ça peut avoir une forme de limite d'être là-dedans. Donc je pense vraiment que l'angle Dillingham pour eux est très important. Et très 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 important. Il est important. En vrai, tu as plein de questions, hein, et c'est pour ça que vraiment, là, ils sont dans un exercice qui est pas évident, les Wolves, parce que tu as Conley qui est toujours un joueur productif, mais qui a 36 ans.
T'as Julius Randle que tu viens d'amener, qui est un créateur et qui est un scoreur de volume, qui peut effectivement vraiment, je veux dire, en tout cas, peu importe le temps qu'il va passer à Minnesota, peut-être qu'il va y passer plusieurs années, peut-être que je me trompe, mais même dans le petit temps qu'il pourrait passer à Minnesota, qui peut être quand même un élément fonctionnel pour cette équipe. C'est juste effectivement comment tu trouves les bonnes rotations. Et comment tu fais fonctionner l'ensemble. Mais oui, ils ont plein de questions. Celui de la création en fait partie. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on va faire de Randle, à savoir le garder ou le trader, ça peut faire partie aussi des réponses, quoi. En fait, moi, je préfère pas trop me projeter avec Randle parce qu'il restera peut-être 6 mois, 8 mois, mais il peut pas rester plus. En fait, le dilemme qu'ils avaient autour de Karl Anthony Towns et Naz Reid, il se reporte maintenant sur Naz Reid et Julius Randle. Alors peut-être que la saison fera que c'est Naz Reid qui ira de côté, pas Julius Randle, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'on va dire presque quoi qu'il arrive, ils n'auront pas les deux. Vu qu'ils ont ce besoin de descendre sous le second apron, et quoi qu'il arrive, ils n'auront pas les deux. Donc Randle sera peut-être là quelques mois, mais il peut pas être là beaucoup plus, quoi. Ils prolongeront pas les deux l'été prochain, ça c'est sûr et certain. Ah non, non. Mais bon, il y a une saison à faire, quoi. Oh oui, c'est vrai, il y a une saison à faire. Même si la timeline c'est pas tout de suite, il y a effectivement une saison à faire. Il y a un dernier joueur qu'on n'a pas trop évoqué là dans cette équation globale, qui peut-être est la plus grosse contrepartie finalement, parce que lui il devrait rester là un moment, et je crois qu'il a un contrat de 3 ans restant, avec un super contrat à 11 millions l'année, et il sort d'une très bonne saison avec les New York Knicks, c'est Donte DiVincenzo. Ju, à ton avis, pourquoi les Wolves sont allés chercher Donte DiVincenzo? Bah déjà, c'est un truc que j'ai en tête depuis tout à l'heure quand on discute, notamment depuis qu'on parle de Julius Randle, c'est aussi qu'est-ce qu'on a trouvé pour Karl Anthony Towns. La raison de ce trade, etc., on l'a déjà évoqué, mais du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé comme package pour Karl Anthony Towns et Julius Randle DiVincenzo? C'est peut-être aussi que ce qu'on a trouvé ou ce qu'on a trouvé de mieux, vu la valeur actuelle du joueur. Donc je pense que DiVincenzo, c'est une bonne opportunité à partir du moment où on a tenté le trade de Towns. Il me semble qu'on le voulait déjà l'année dernière ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est qu'il était déjà apprécié par Tim Connolly et qu'on voulait déjà le rapatrier. Donc, ça me rassure déjà dans une idée de projet de jeu et une idée de projet long terme. Ça veut dire que quand même on a de la suite dans les idées et que ce joueur-là qui était déjà ciblé, on finit par le récupérer. Il apporte des choses qui te manquent aujourd'hui, du shoot extérieur très clairement. C'est un joueur qui défend bien, qui s'imbrique bien en fait. C'est un très bon role player. C'est un joueur qui s'imbrique très bien dans un collectif et qui va t'apporter ce dont tu as besoin sans faire trop de vagues, sans avoir besoin, qui peut être un couteau suisse que tu peux mettre finalement dans pas mal de dispositifs aussi. Pour moi, la plus grosse question finalement autour de DiVincenzo, c'est quand même que c'est potentiellement le profil de joueur qui, d'un contexte à l'autre, d'une franchise à l'autre, d'une année à l'autre, peut avoir un rendement qui est très variable. DiVincenzo, il fait une super saison l'année dernière. Jusqu'alors, c'est un joueur qui peut être utile, mais qui n'a pas du tout la même reconnaissance qu'il a aujourd'hui. Donc, est-ce que le DiVincenzo qu'on voit l'année prochaine, enfin qu'on va avoir cette saison aux Wolves sera le même que celui qu'on a vu au Knicks dans un contexte qui était particulier collectivement, etc. Est-ce que ce sera le même? Ça, je suis pas certain qu'on puisse en mettre la main à couper. C'est un bon joueur de rotation, mais ça reste une très bonne saison. Bah, c'est une saison où il a vu son volume monter. Parce qu'après, au niveau des pourcentages, on est un poil au-dessus de ce qu'il avait l'habitude de faire, mais on est finalement assez proche. C'est un joueur qui arrive à tenir son 38-40% à 3 points. Il a tout pour bien fitter quand même avec cette équipe. C'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur, ce qui est important chez eux. Et c'est un bon shooter. Mais moi, ce que j'aime bien avec Donte DiVincenzo, c'est que ce n'est pas qu'un bon shooter. C'est un joueur qui peut amener un peu de création sur le pic quand même. Et je pense qu'ils en avaient vraiment besoin parce que derrière McConley et Anthony Edwards, c'est très light. Et je vous ai beaucoup parlé de Dillingham, mais je pense que Dillingham, ça sera peut-être pas dès cette saison. Je pense qu'il a besoin d'1 ou 2 ans, donc il y avait besoin d'un joueur sur ce temps-là. Donc ça, j'aime bien avec Donte DiVincenzo. Je trouve ça très intéressant à ce niveau-là. Et puis après, je pense que parfois, il y a des opportunités de marché que tu es obligé de saisir. Et qu'un joueur de rotation comme DiVincenzo, dont tu sais qu'il va être à 11 millions sur ta timeline, Anthony Edwards, McDaniels, alors que la réalité c'est qu'il en vaut 20 à 22, dans ce nouveau contexte là, c'est quand même difficile de passer à côté, quoi. Jérôme, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, bah déjà, effectivement, il sort d'une campagne de playoff qui est genre magistrale. Vraiment, je l'ai trouvé assez incroyable dans cette campagne. On a vu effectivement encore une fois que certains joueurs NBA, quand le contexte fait que tu leur donnes plus de responsabilités, bah, en fait, tu vois que leur jeu est beaucoup plus garni que tu le pensais. C'est effectivement, comme tu dis, un excellent défenseur. Et en fait, c'est un joueur, je pense, dont la valeur est dégradée parce qu'il a eu 2 saisons compliquées par les blessures suite au son départ de Milwaukee. Et je pense que le trade était d'ailleurs lié à cette blessure. Et en fait, oui, tu viens de récupérer clairement un joueur majeur de ta rotation qui, en plus, répond aussi à une problématique qu'on évoquait depuis tout à l'heure. Et je voulais pas trop spoiler parce qu'on savait qu'on finissait avec ça. Mais effectivement, là, tu as un volume shooter qui peut tourner, comme tu disais, à du 40% à 3 points sur une saison. Moi, je pense que c'est vraiment peut-être là, oui, effectivement, la meilleure acquisition des deux parce qu'a priori, tu sais qu'elle va fitter. Et ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Il te coûte pas très cher, comme tu dis. Bah, du coup, ils ont ce problème de création. Et on a vu ces dernières saisons qu'en fait, quand tu lui confies la balle, c'est un joueur plutôt sur balle en main et qui, en plus, en tout cas cette saison, il était sur balle en main, et qui t'apporte un peu de création. Donc, ouais, plutôt convaincu par cette arrivée. Et ça peut clairement devenir un des bons joueurs de Minnesota, quoi. Il a eu. L'air de rien, du coup. Pardon, Ben, mais juste l'air de rien quand même. Alors, avec les problèmes de compatibilité qu'on a déjà évoqués, mais Julius Randle, Dante DiVincenzo et Dillingham à moindre mesure parce que rookie, tu as amené beaucoup de création. L'air de rien, qui nous manquait cruellement l'année dernière. Towns étant pas un créateur, je trouve incroyable dans le sens où c'est un bon connecteur, je disais, mais quand il est balle en main, il avait par exemple un problème de faute offensive assez récurrent où il pouvait se positionner dos au panier, en tête de raquette ou autre, et essayer de se retourner, à essayer de prendre la ligne de drive, et boum, le coup dans l'air, et toujours la même chose, et je suis pas content, et mais en fait, au final, il y a toujours faute offensive. De fait, il y a encore une fois ces problèmes de compatibilité qui se posent, ces problèmes d'efficacité qui peuvent se poser quand on parle de Juice Randle ou Anthony Edwards, mais de la création qui était quand même un énorme problème Ouais. l'année dernière, à qui on file la balle. Et ça peut peut-être aider Edwards aussi de le soulager un petit peu de ce poids-là. Euh, Ça, ce trade-là permet de quand même répondre en bonne partie, je trouve, à cette problématique. On a vu quand même durant les playoffs, Jérôme, on en avait parlé un peu sur la série contre Dallas. On a trouvé que Minnesota était arrivé vraiment cramé contre Dallas. Je pense que c'était pas que physique, je pense que c'était aussi psychologiquement, émotionnellement, parce qu'ils étaient sortis d'une série contre les Suns où ils avaient donné beaucoup d'eux-mêmes, et la série contre Denver, ils s'étaient construits pendant un an pour ça, donc c'était forcément éprouvant. Bon, surtout la série contre Denver, les Suns, ça va, quoi. Ça reste, surtout la série contre Denver, je te l'accorde. En tout cas, c'était Le éprouvant. mec, quoi. Non, mais ils ont tourné à quoi? À 7-8 en fait sur ce run de playoff. Et voire plus à 7 qu'à 8. Et on sait qu'en playoff, tu tournes vite à 8. Mais 7, c'est peu. Je faudrait regarder, mais je serais même pas surpris qu'il y ait des matchs où ils sont à 6,5 en fait. Et durant cet été, alors on verra le temps que va rester Julius Randle, mais durant cet été, ils ont lâché un joueur majeur pour 3 joueurs. Donc potentiellement atteindre un peu cette gamme-là de 8 joueurs de rotation. Même si une fois de plus, Dillingham, je suis pas sûr. Enfin, soit ça se passe très bien et ça sera un genre de rotation pour les playoffs, mais au moins t'en as 2. Donc au moins t'as augmenté un petit peu ta profondeur. Donc ça, c'est intéressant pour le coup. Ouais, et puis comme on disait, effectivement, dans je sais plus quel podcast du coup, mais en fait, il y avait une notion de ils font pas de compromis sur la défense. C'est-à-dire que si tu veux jouer dans cette rotation, soit bon, t'es un très bon attaquant comme Towns, et donc t'as pas le choix, mais par contre, des joueurs comme Monte Morris, par exemple, qui auraient pu Oui, répondre c'est vrai. à des Ouais. problématiques de création, avaient été plutôt mis au placard au profit, par exemple, son nom, Nickel Alexander Nickel Walker. Alexander Walker. Ouais. Chaque fois, j'ai peur de faire un petit coup de dyslexie, quoi. Et du coup, bah ouais, en fait, tu te privais de cette option-là, et au moins, en tout cas, Dante DiVincenzo, bah, lui, il répond à la fois à la problématique défensive et à la problématique offensive, quoi. Et ce que tu dis est très, enfin, me fait écho à quelque chose. C'est très important. C'est que souvent on dit oui, ils ont pris allez 9, 10 joueurs, mais en playoff tu joues qu'à 8. Sauf que le truc, c'est que tu sais pas toujours quels vont être les 3 en plus. Hmm. Et typiquement, Nickel Alexander Walker, il a eu un moment dans ses playoffs où il mettait plus un tir. Et je pense qu'ils auraient été bien contents d'avoir une option pour le mettre de côté et en mettre un autre à la place. Donc oui, tu tournes à 8, mais parfois pour tourner à 8, tu as besoin d'avoir 11 joueurs de rotation pour savoir qui vont être. Allez, généralement les 6 tu les as, mais les 2 en plus que tu mets, et en fait tu mets ceux qui sont, on va dire, qui correspondent le mieux à la match-up ou qui sont le plus adroits sur cette période-là, et c'est eux qui récupèrent les 2 derniers spots, quoi. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un peu de profondeur à mon avis.
Si t'as des blessés, ouais, tu sais pas comment Oui, t'arrives et en les blessés, playoff. effectivement. Ouais. Donc t'as besoin d'avoir plus que. Tu peux pas démarrer ta saison régulière en te disant c'est bon, j'ai 8 joueurs viables, ça suffit. Impossible. Ouais, complètement. Oui, complètement. Dante DiVincenzo, hein, pour faire écho à ce que disait Jérém, c'est 18 points de moyenne sur les playoffs en 13 matchs à 42% à 3 points. Ce qui est quand même vraiment énorme avec une très bonne défense. Avec une très Et bonne pour défense. contextualiser, l'usage était de combien? Je sais pas si tu l'as. Parce que moi, je pense que Je c'était dois la voir, donc si tu prends la parole pendant quelques temps, je te la ressors dans quelques minutes. Ok, non mais parce qu'effectivement, les playoffs peuvent emmener à faire des choix radicaux et un joueur qui est capable 21, de prendre un 21% usage. d'usage. Ok, donc en fait, probablement son plus gros usage en carrière, il l'a eu pendant les derniers playoffs et on a vu que, en tout cas sur un faible échantillon, il était plus que viable parce que ces Knicks-là, ils ont été décimés quoi. C'est son usage de la saison régulière, mais qui est son plus gros usage en carrière. Mais donc en fait, en gros, son usage en carrière il est autour des 15%. Même si les années quand même à Milwaukee, je vois qu'il est quasiment à 20, il est à 19, il est presque à 20. Mais donc oui, c'est son plus gros usage en carrière, mais donc il a montré qu'il est capable d'assumer ce usage quoi. Et c'est un joueur, bon, chez nous ça a peut-être moins d'importance, la fameuse phrase, c'est un joueur qui connaît le chemin au titre. Puisqu'il est champion NBA avec Milwaukee en 2020-2021. Je pense que Surtout qu'il a pas joué de ces playoffs, donc du coup et qu'il n'a vraiment pas là, joué de ses c'est playoffs, parfait, quoi. effectivement, 3 matchs. Effectivement. Mais bon, par contre, à côté de ça, c'est quand même un joueur qui a une quarantaine de matchs de playoffs. Donc, dans ton aspérité à jouer les premiers rôles tout de suite, comme tu l'as dit, Jérém, tu as une certaine forme de certitude sur l'apport de Dante DiVincenzo. Que par exemple, on reprend cet exemple-là, même s'il a fait très bonnes choses contre Phoenix, par exemple, que tu as moins avec Nickel Alexander-Walker. Donc, il t'apporte ça immédiatement. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire, messieurs, sur ce trade-là, côté Wolves? Je vois que vous me faites un peu nom de la tête. Peut-être que je peux vous proposer pour qu'on finisse. Ah, Jérém, tu as peut-être un dernier élément? Non, mais honnêtement, je trouve que c'est en fait un trade qui est très dur à lire parce que j'ai l'impression que, tu sais, cette équipe, elle a été construite avec plein de binômes, de trinômes, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop idée de comment ça va se reconstruire alors que finalement, tu as juste retiré un joueur. Et mine de rien, c'était la preuve de l'importance que Karl Anthony Towns avait. Et bah ouais, genre, moi, je suis pas convaincu que ça va pas être compliqué pour eux cette saison, quoi. Tu- Alors justement, c'était de vous donner la Allez, parole la vas-y, dernière fois bah, pour faire un bilan un peu de ce trade. Est-ce que ce que vous en pensez, Jérém? T'as d'autres éléments à ajouter, un peu de bilan de ce trade, ou pour toi tu viens de le faire là? En fait, j'ai peur que l'efficacité offensive de l'équipe en prenne un coup alors que l'attaque était déjà problématique. Alors peut-être ont-ils gagné en profondeur et ils vont réussir à retomber sur leurs pattes. Mais je pense que en tout cas, c'est pas un challenge facile pour Edwards de plus avoir Towns. Je pense que ça va demander à Conley, qui a un an de plus, de faire beaucoup pour Gobert. Et mine de rien, comme on le disait, c'est pas évident de construire un effectif et ça en est encore la preuve, quoi. Jus, toi, un bilan sur ce trade côté Wolves? Pourrais même pas dire mitigé en fait parce que c'est tellement l'inconnu. Et je partage ce qu'a dit Jérémy, je partage ce que globalement vous avez dit tout le long de ce podcast. Et du coup, c'est marrant parce qu'en fait on a évoqué des points positifs, des motifs d'espoir, on a évoqué des motifs d'inquiétude. In fine, je sais pas où se situe la balance. C'est-à-dire que même pendant là qu'on échangeait, depuis hier déjà j'ai du mal. Tantôt je me dis pourquoi pas, tantôt je me dis c'est une énorme connerie. Euh, et j'arrive toujours pas à statuer, j'arrive toujours pas à savoir si je suis un minimum convaincu ou pas. Je pense que c'est difficile de l'être complètement. Et voilà, au fil même de ce podcast, j'alternais entre le chaud, le tiède, le froid, sans être jamais très chaud, sans être jamais très froid non plus. Mais voilà, je pense que c'est très Du mal à compliqué lire, à ouais. date d'anticiper ce qui va pouvoir se passer. Ce qui est certain, là où je rejoins complètement Jérém, c'est que ce sera, à mon avis, un gros challenge. Très gros challenge. Ce que je trouve Mais est-ce intéressant, qu'on avait le choix? Voilà, ouais, c'est encore une ça en fois, fait. est-ce qu'on avait le choix? Parce que Je suis pas sûr de ça. j'ai souvenir de l'époque du trade de l'époque du trade de Rudy Gobert. Moi, j'avais fait une vidéo dessus en disant qu'en fait le laps de temps était de 2 ans. Avant tout parce qu'il y avait D'Angelo Russell à l'époque et que tu avais une perspective à 2 ans d'avoir la re-signature d'Anthony Edwards et je crois aussi de Dilo.
qui a re-signé depuis ailleurs, etc., etc. Bon, ils ont réussi à restructurer ça autour de l'arrivée de Mike Conley pour rendre ça plus viable. Il se trouve que c'est quand même resté sur 2 ans parce que ils pouvaient pas rester avec tout le monde et que ça faisait des dépenses qui étaient trop importantes. Déjà, le premier élément, c'est que le bilan qu'on peut faire de ces 2 années, il est plutôt positif. C'est que les Wolves ont fait une finale de conférence et s'imposent aujourd'hui comme une équipe top 5 NBA, allez, top 6 NBA. Donc ce trade-là les a positionnés comme une équipe autour de laquelle on a de l'attente, ce qui induit qu'aujourd'hui, quand ils font ce trade, ils font aussi ce trade en tentant de rester compétitifs, alors qu'ils ont besoin de créer quelque chose sur une timeline différente. Je pense que Ju a abordé ce point longuement et que c'est peut-être le point le plus important de ce trade. En fait, c'est un réalignement de timeline autour du trio Edward McDaniels, Reed et peut-être même Dillingham. En tout cas, c'est l'espoir qu'ils ont. Donc du coup, Julius Randle peut peut-être rester 1 an pour cette raison-là. Parce que sinon, j'aurais tendance à penser que ce trade, on ne peut le considérer qu'un échange dont est DiVincenzo, Karl Anthony Towns en fait. Parce que Julius Randle, d'un point de vue structurel vis-à-vis des finances de la franchise, ne peut pas rester. Et donc, je suis assez convaincu qu'ils ont perdu au change. Donc je rejoins un peu ce que dit Jérém, mais je rejoins aussi ce que dit Ju. Ils n'avaient pas le choix. Et quand t'as pas le choix, l'idée, c'est d'essayer de faire des trucs malins, qui t'apposent peut-être une reconstruction sur peut-être 2 ans, une vue à 2 ans. Et c'est assez malin d'aller prendre Donte DiVincenzo malgré tout. Ils ont ce qu'il y a en stock et on verra. J'ai du mal à imaginer qu'ils rééditent la saison de l'année dernière avec ce trade. Pour le coup. J'ai du mal à l'imaginer. Tu vois, je les mets plus dans le top 4 NBA, quoi, tu vois. Je suis assez d'accord. Et pour moi, ce qui sera potentiellement décisif, c'est Julius Randle. Comment on le gère et dans la mesure où on le trade, c'est potentiellement un trade en 2. En gros, le jugement de ce trade-là peut se faire en 2 temps. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ok, mais qu'est-ce que tu en fais demain et qu'est-ce que tu en tires demain? Ça peut se jouer comme ça aussi, je pense. Ouais, et puis je pense que en fait, vu qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, parce qu'ils avaient le choix en fait d'accepter de rester dans le second apron et d'avoir toutes les sanctions qui viennent avec, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu restes dans le second apron, c'est que tu penses que tu as une chance de gagner le titre avec ta forme actuelle. Et je pense que ce que les Wolves ont vu, c'est que c'est un cauchemar en termes de match-up pour certaines équipes, mais qui sont pas encore capables peut-être de battre 4 équipes dans une campagne de playoffs, surtout dans une conférence Ouest qui est assez compliquée, et que de fait, il fallait qu'ils passent par cette restructuration. Et donc malheureusement, ça se joue ainsi. Et là, pendant qu'on parlait, du coup, je regardais un peu les équipes qui sont dans cette situation de second apprend. Et effectivement, je pense qu'il y a des équipes qui vont être obligées de faire la même chose que les Wolves. Et d'autres, par exemple comme Boston, qui se disent, bah voilà, on est champion, on veut réitérer. Donc tant pis si on perd certaines capacités à se restructurer dans 2 3 ans. Donc voilà, les Wolves n'avaient pas vraiment le choix. Et là, il faut accepter qu'il y a une forme de transition qui doit s'opérer pour eux et qu'elle a commencé avec ce trade-là, quoi. Effectivement, il est intéressant d'avoir la flexibilité. Enfin, tu as besoin de flexibilité quand tu as besoin de bouger. Boston, étant champion, sortant de la saison qui, par plein d'aspects, est peut-être une top 5 saison de l'histoire, n'a pas forcément vocation à bouger avec un effectif pas si vieux que ça. Il n'y avait pas forcément besoin de bouger. Tu les as là, les autres équipes, où tu te dis qu'elles vont être obligées de bouger ou pas? Alors, après, c'est pas. Alors, la source, c'est Oops Hype. On a vu tout à l'heure que d'un site à l'autre, les salaires sont pas exactement les mêmes. Mais du coup, la plus grosse payroll de la NBA, c'est Phoenix. Donc là, par exemple, on peut se poser la question d'à quel point c'est viable, mais on sait que Matisse Bia est arrivé avec de grosses ambitions. Donc, bon, Et là, pour le coup, on a il y a bien l'impression qu'on a un roster terminé. Pour le coup. c'est ça. On y croit ou pas, mais effectivement, on a l'impression qu'on a un roster terminé. Il y a Minnesota qui est arrivé en 2, il y a Boston en 3, Milwaukee en 4, Miami en 5 qui est un peu dans cette position, les Lakers, les Knicks et Denver qui est vraiment tout pile au niveau du second apron, légèrement au-dessus apparemment, d'après Oops Hype. Sachant que les Lakers, typiquement, on a vu, ils n'arrivent pas à se renforcer à cause de ça, parce qu'ils veulent surtout pas passer au-dessus du second apron pour s'enlever de la flexibilité. Et du coup, ils partent pour l'instant sur une saison avec un banc très très faible. Et autre point intéressant, c'est que par exemple des équipes qu'on a vu être les deux plus gros payeurs de salary tax des 5 dernières années, qui étaient les Clippers et Golden State, on les a vus faire des choix qui n'ont pas plu à beaucoup de fans pour retomber sous le second apron. Les Clippers ne sont plus concernés et les Warriors non plus, alors qu'ils avaient, je crois, plus de 200 millions de payroll il y a encore 2 ans.
Et dernier élément, j'ai vu un certain nombre de personnes dire que ce trade pouvait aussi libérer Anthony Edwards par un jeu un peu plus rapide, par un peu plus de usage peut-être. Bon, juste pour donner une information dessus, je l'ai vu passer un peu sur Twitter. L'ensemble des statistiques laisse à penser qu'Anthony Edwards était plus efficace avec Karl Anthony Towns que sans. Et moi, je pense en plus que ce type de profil d'attaquants qui sont très forts sur des tirs difficiles sont particulièrement rentables dans des équipes lentes et très bonne défensivement parce qu'il peut te porter l'attaque avec un niveau d'efficacité qui de toute façon quand on te demande autant de porter l'attaque peut pas être incroyable, sauf si tu t'appelles Luka Doncic et encore parce qu'il n'y a qu'une année finalement de Luka avec un très très haut niveau d'efficacité. Mais je pense que voilà, ces profils-là comme Anthony Edwards sont particulièrement intéressants dans des très très fortes défenses parce qu'ils peuvent assumer ça. Et Julius Randle fait peut-être partie aussi pour le coup de ce genre de profil-là où ils ne sont intéressants que là-dedans. On se rappelle d'ailleurs que Julius Randle quand même peut-être sa meilleure saison en carrière, alors c'est pas sa meilleure mais une de ses meilleures saisons en carrière, c'est en 6e homme à New Orleans. À savoir qu'à l'époque il prenait 60% de ses tirs dans la raquette et qu'aujourd'hui il est à 30%, donc il a un petit peu bougé sur le profil de joueur qu'il est. Écoutez messieurs, je vous propose qu'on conclue là-dessus. On voulait aussi vous proposer un podcast rapidement autour de ça. On va vous proposer un deuxième podcast dans la semaine qui devrait être publié, je pense, on va essayer mercredi ou jeudi au plus tard, autour des Knicks, pour regarder un peu l'implication que peut avoir l'arrivée de Karl Anthony Towns aux Knicks. Et puis, écoutez, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!